Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Non, il y a me fâché pourquoi? Vraiment, il y a eu quoi et puis il me fâché. La connerie de certaines personnes là, je vais prendre ça pour me fâcher pourquoi? Non. Alors, bon, mon cher, moi je n'ai jamais compté sur ces institutions là-haut. Ce sont des pompiers pyromanes. Et ils veulent le feu d'abord pour, j'allais dire, intervenir dans une situation. Donc tant qu'il n'y a pas le feu, bon, ils vont nous produire des communiqués insipides de la sorte, tout simplement. Et ça pose un problème, j'allais dire, un vrai problème de la pertinence de ces organisations-là, sincèrement. Parce que c'est des organisations qui agissent après le crime et qui ne préviennent jamais le crime. Voilà, qui ne préviennent jamais le crime. Malgré tous les indices concordants et graves qui prouvent qu'il peut y avoir une déflagration, il s'évertue à nous produire des communiqués, j'allais dire, qui n'ont aucun intérêt, aucun sens, et même que je trouve même, c'est une vraie perte de temps de commenter. Parce que ça aurait été le contraire. Ça n'allait produire aucun effet. C'est pareil, ça ne produit aucun effet. Parce que je ne pense pas qu'un tel communiqué va démotiver un militant PPACI qui est intimement convaincu que son leader vit une injustice. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que ça va le démotiver. Je ne vois pas en quoi est-ce que une décision inverse aurait contraint donc le pouvoir à, j'allais dire, exécuter la décision. Donc ça, c'est vraiment, ça, objectivement, bon, c'est vrai qu'il faut avoir des arguments pour pouvoir faire le débat politique, mais c'est des institutions, honnêtement, qui ne servent pas à grand chose. Voilà. En tout cas, peut-être qu'ils servent quand il y a le feu et que il faut l'éteindre. Là, oui, ils ont un intérêt. Mais, et surtout même là, avec la guerre en Ukraine, l'ONU a perdu toute crédibilité. Elle s'est totalement décrédibilisée, fragilisée. Elle a choisi un camp, condamnant l'autre camp. Donc vraiment, c'est parce que, j'avais dit, fondamentalement, les leaders ont besoin d'arguments de la sorte qu'ils sont obligés d'aller se référer à ces institutions-là. Sinon, moi, je n'attends rien d'elle. Voilà, je n'attends fondamentalement pas grand-chose d'elle. Par contre, sur le plan moral, je dirais que j'attendais beaucoup d'elle. Sur le plan purement moral. Parce que elle a contribué, notamment à travers Choi, à l'instauration de ce régime-là. J'allais dire, dans une logique de rétablir les faits, ou du moins de rétablir la vérité des jeunes. C'était ça sa démarche. Et si on parle de ce postulat-là, on se dit que elle devait nous accompagner donc à aller vers la démocratie. À faire en sorte que l'injustice qu'elle a corrigée en 2010 là, elle ne tolère pas que cette injustice-là se produise sous le régime donc qu'elle a contribué à installer. Mais que nenni. Évidemment que ça ne se produira jamais. Donc, voilà. Vous voulez qu'on dise quoi de plus? Moi, je n'ai rien à rajouter. Je trouve que ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert vraiment à rien. C'est une perte de temps d'aller déposer des courriers dans ces institutions-là. Merci. Merci, Flavio. Le général, je ne sais pas si tu as un truc à dire dessus. Khalil. Je ne sais pas, moi-même, j'ai pas eu le temps de faire un... Ah, et là, on pose, j'ai pas eu le temps de faire un fact-checking sur ce document-là. C'est pas, j'ai pas la source. Ismo le démocrate. Vous allez intervenir. Le document est authentique. Ah, ok. Oui, merci.
Moi, je me souviens très bien quand on avait eu ce débat au début. Moi, je me suis basé sur la décision de la Cour des droits, hein, parce que moi, je me positionne toujours dans une posture où je me dis, je ne connais pas l'ensemble du dossier. Ça, c'est très clair. Donc, je peux pas, je peux avoir mon opinion, mais lorsqu'il y a une décision qui émane d'une organisation tierce, je me dis, je me fie à ça parce que pour moi, j'estime que cette organisation est crédible. C'est pour ça que lorsque la Cour des droits avait dit qu'il fallait de manière provisoire peut-être mettre le nom en attendant de trouver une solution ou bien de traiter le dossier dans le fond, je me suis dit oui, c'était la solution dans la mesure où on cherchait un équilibre, on cherchait une organisation complètement neutre pour décider, pour essayer de juger, vous voyez, pour jouer l'arbitre. Et ensuite, il y a une autre décision qui est tombée après et je m'en tiens à ça. Vous voyez, c'est pareil. Comme aujourd'hui, l'ONU a été saisie par la partie qui est la partie de Laurent Gbagbo et l'ONU décide encore pour dire que voilà la décision que nous prenons dans le dossier. Moi, je me dis, normalement, cette décision devrait être respectée par la partie même qui a demandé l'arbitrage. Et c'est la chose qu'on doit faire, vous voyez. Et ça me ramène justement sur le concept de conseil constitutionnel. On peut dénigrer, on peut ne pas être d'accord avec les décisions de justice, on peut ne pas être d'accord avec l'arbitrage, tout comme en 2010 la certification, ça nous ramène toujours là. Vous voyez, tout comme on peut ne pas être d'accord, mais là où on doit être d'accord, c'est qu'on a choisi nous-mêmes d'avoir recours à l'institution, qu'on a choisi nous-mêmes de décider un arbitrage. Et lorsque la décision tombe, on doit avoir le courage et l'honnêteté de l'accepter. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je me dis aujourd'hui, on a mis une cour constitutionnelle en place. Si elle décide, elle a décidé. Voilà pourquoi je rentre jamais dans le débat des 4 ans, dans les débats des 4e mandat, 3e mandat, 8e mandat. Non. Le jour où une autre cour va dire que ce mandat était anticonstitutionnel, en ce moment-là, je vais y adhérer parce que c'est la loi de mon pays. C'est comme ça que je fonctionne moi. Donc pour moi aujourd'hui, si l'ONU a décidé de cette façon-là, je pense que pour moi le débat au niveau de cette intervention auprès de l'ONU, pour moi, ce débat, il est clos. Si il y a d'autres institutions, il y a d'autres recours possibles, parce que en matière de légalité, il faut épuiser tous les recours possibles. Vous voyez, quand on cherche à réparer ce qu'on estime être une injustice, on utilise tous les recours qui s'offrent à nous. Donc, je me dis, s'il y a d'autres recours, peut-être que le camp Laurent Gbagbo va saisir l'occasion de ces recours-là et normalement, il devrait accepter les décisions qui sortent maintenant, vous voyez, même si ils vont estimer que peut-être c'est pas juste, c'est pas cohérent et tout, mais c'est eux qui ont eu recours à ça, ils doivent accepter la décision, voilà. Et ça c'est valable pour tous les partis en Côte d'Ivoire. Moi je dis, c'est valable pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a plusieurs situations qui se passent dans le pays. Aujourd'hui, on n'est pas forcément tous d'accord. Parce que si on nous rassemble 35 millions d'habitants et puis on nous pose les mêmes questions, on va être aussi divisé que possible. Vous voyez, voilà pourquoi on doit toujours se référer à quelque chose. La loi, ceux qui disent la loi, que le juge condamne ou disculpe quelqu'un, on est frustré, on est en colère, mais on l'accepte. Parce que c'est comme ça qu'on va bâtir cette démocratie-là. Demain, si quelqu'un arrive au pouvoir et puis dit, ah, voilà, ce dossier-là, pour moi, c'était pas bien épuré, on va le voir de manière plus transparente, la décision qui tombe, tombera. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je peux dire sur ce dossier-là pour l'instant. Je me dis, Laurent Gbagbo, il a toujours lui-même, hein, on ira jusqu'au bout. Et généralement, quand il le dit, il fait toujours référence à la légalité. Et on va utiliser tous les recours possibles. L'ONU, c'est sûr que c'est pas la légalité, mais c'est un recours, c'est un arbitre indépendant qu'ils ont décidé eux-mêmes de choisir. Donc, il va falloir s'en tenir certainement à cette décision-là et la respecter. Purement et simplement. Merci. Ok, merci Ismo. Monsieur Sergentier. Ok. Alors, moi, je suis toujours étonné. C'est les gens du RHDP qui se présentent comme les tenants de la cohérence. Dès qu'ils prennent la parole, c'est soyez cohérents. Soyez cohérents. Toujours, ils répètent ça. C'est devenu comme un leitmotiv qu'on leur a, comme un slogan qu'on leur a bassiné quelque part là-bas, qui se sentent obligés de répéter. Je rappelle,
que la cohérence, c'est la conformité à un principe ou à une règle première. Voilà, c'est ça la cohérence, en des termes simples. C'est-à-dire que tu établis un principe, tu établis une règle, et puis tu te conformes à ce principe ou à cette règle-là. Voilà, la cohérence, c'est pas de dire des choses dans le vide. Voilà, ou bien c'est pas que, bon, tu estimes qu'il y a un petit truc là, bon, et puis tu dis qu'il faut être cohérent. Non, tu poses toujours un principe premier, et puis tu t'alignes par rapport à ce principe. Donc, cette joie bizarre qu'on voit dans les commentaires de certains RHDP, bon, moi, vous savez, ça me laisse de marbre. Pourquoi? Parce qu'on va prendre en parallèle deux choses. L'ONU et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette cour-là, on va dire globalement que c'est un tribunal. Pour l'ONU, c'est une commission. Ça n'a pas valeur d'un tribunal. C'est pas la même chose. Or, dans le cas de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, une cour, c'est-à-dire pour simplifier, un tribunal, avant de rentrer dans le fond de l'affaire, une cour peut prendre des mesures conservatoires, un certain nombre de préalables, de mesures préalables. Les juristes, dans leur jargon, appellent ce type de mesures-là des décisions avant dire droit, c'est-à-dire avant de rentrer dans le fond. Et la Cour africaine de justice, des droits de l'homme, relativement au cas Laurent Gbagbo, a dit à la Côte d'Ivoire, avant que je ne rentre dans le fond, il faut inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire n'a trouvé d'autre chose à faire que de sortir de cette cour. Excusez-moi. Mais après là, en quoi est-ce que la décision de la cour sur le fond intéresse encore la Côte d'Ivoire? Puisque vous êtes sorti de cette cour. Simplement parce que la Côte d'Ivoire vous dit d'inscrire le nom de votre citoyen sur une liste électorale en attendant qu'elle règle le sujet au fond. Quand on adhère à une cour là, on adhère également à ses méthodes de travail. On ne prend pas une partie pour laisser l'autre. Le traité là, c'est un tout. Donc on adhère au tout. Alors, aujourd'hui, que une commission, là même c'est une commission, c'est même pas un tribunal, c'est même pas une cour. Aujourd'hui, que la commission de l'ONU dit qu'elle ne peut pas faire droit au président Laurent Gbagbo de faire injonction à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire au préalable son nom sur la liste électorale avant de rentrer dans le fond de l'affaire, on en fait des choux gras. Bon, on dit non, bon voilà, il a été manché, il a été truc. Mais au moment où on vous a dit d'inscrire son nom là, est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait. Donc moi je trouve que il y a des débats que ceux qui parlent au nom du gouvernement, ou ceux qui soutiennent la position du gouvernement là, il y a des débats même qui doivent leur être transparents. C'est-à-dire il y a des débats auxquels ils ne devaient même pas se mêler. Parce que quand on a un gouvernement qui est censé être responsable et qu'on a adhéré librement au traité instituant une cour, et puis que cette cour prend une décision, je dis bien une décision d'avant dire droit, c'est-à-dire on n'est même pas rentré dans le fond de l'affaire, elle prend une première mesure. Et au nom de cette première mesure-là, vous sortez de la cour. Vous disparaissez de la cour, vous fuyez la cour. Mais après, pourquoi est-ce que vous venez gesticuler? Parce que l'ONU n'a pas pris le même type de décision que dans tous les cas, même si elle avait pris l'autre décision,
vous seriez, quoi, vous allez faire quoi cette fois-ci? C'est sortir de la commission? Non, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'est un débat qui n'a aucune pertinence. Mais vraiment aucune pertinence. Puisque notre gouvernement a été capable de sortir de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, même si l'ONU avait pris une décision demandant d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait sorti de cette commission-là, c'est tout. Parce que nous sommes un État qui a décidé volontairement, à travers son gouvernement, de renoncer au droit international. Nous l'avons fait, nous l'avons démontré. Ok, mais c'est très gentil. Voilà, et c'est triste. Donc moi, bon, cette décision-là me laisse de marbre, puisque dans tous les cas, mon gouvernement a décidé de se mettre, d'évoluer concernant le cas Laurent Gbagbo et le cas Tidiane Thiam et le cas Soro Guillaume. Le gouvernement de mon pays a décidé d'agir en dehors du droit international et des décisions qui s'y imposent. Donc, pour moi, c'est voilà, c'est du pareil au même. D'accord. Merci. Général, je te cherchais tout à l'heure là. Est-ce que tu as un truc à dire, un commentaire ou... Je suis là. Désolé. En fait, je me lève beaucoup quand le débat commence par moment là. C'est là. On m'a appelé. Désolé. Ouais. Tu veux dire quelque chose sur ce sujet-là ou... Bien sûr. Bon, moi je pense que je fais d'abord remarquer une première chose, c'est que tout à l'heure quand... Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. D'accord. Surtout dans le premier sujet, il y a Fasco. Excuse-moi, Khalil. Il y a la dame là qui a demandé une motion. Je ne sais pas si vous faites des motions ou pas. C'est qui? Madame Gali? Ouais. Bon, comme on vient de commencer sur ce sujet-là, je pense peut-être à la deuxième prise de parole. C'est ce que je m'en doutais, c'est pour ça que... Voilà. Général, vas-y. Voilà. Je disais que tout à l'heure sur le premier sujet, quand Fasco a dit, mais si Laurent Gbagbo était venu déposer son propre dossier, il aurait eu encore plus de monde qu'il y a eu aujourd'hui. Notre bien-aimé Serge a dit, oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Si, qu'est-ce que tu en sais? Bref. Je parle de ça tout à l'heure parce que je vais dire toujours ma même phrase, n'est-ce pas, que j'aime bien, c'est de dire que c'est la cohérence qui fonde la rationalité. Vous voyez? Tu dis que nous, on ne croit pas à la Cour africaine des droits de l'homme. Tu as raison. Je peux que tu es... N'est-ce pas? Je te fais cette concession-là. Je te le concède. Mais toi qui y crois là, toi qui y croyais là, elle dit tes droits n'ont pas été bafoués. Tu dis quoi maintenant? Ah, c'est ça, hein? Tu dis, moi je ne crois pas pour affirmer les droits de l'homme, non? J'accepte. Mais toi qui y croyais, au point, n'est-ce pas, d'aller la saisir, là, elle dit, ça j'ai assez, elle te dit que les droits de l'homme n'ont pas été bafoués. Toi tu dis quoi? Quoi la question qui est posée? Tu tournes. C'est pas ça. C'est là le débat. Toi, tu crois à l'ONU, non? Elle t'a débouté. Tu as bien discuté sur ta décision, non? Elle t'a répondu que non, que... Elle ne fera rien. Voilà le sujet. Non, si la Cour avait donné, n'est-ce pas, un résultat contraire, la Côte d'Ivoire peut être sortie de l'ONU. Encore une fois, toi-même là, qu'est-ce que tu en sais? C'est-à-dire, j'écoute des gens, ils veulent traverser toujours l'histoire. Vous voyez, dans le cadre de la Cour africaine des droits de l'homme, là, mais justement, notre pays a bien fait de quitter cette Cour. Vous voyez, en fait, les débats souvent, mais c'est compliqué. Quand la Cour a rendu sa décision, effectivement, en 2020, il y a d'abord eu un problème. La Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a écrit à cette Cour là pour dire ta décision de mettre Laurent Gbagbo provisoirement sur la liste électorale là, comment est-ce que je fais ça? Si je prends une amnistie, il sera sur la liste électorale définitivement. On te dit de le mettre de manière temporaire. Comment est-ce qu'on arrive à mettre son nom sur la liste électorale là, de manière temporaire, provisoire, quand dans mon national juridique là, je ne peux que prendre qu'une amnistie. C'est-à-dire que je prends une amnistie pour Laurent Gbagbo,
5 ans après, 2 ans après, tu dis non, il était bien condamné. Je fais comment? Je vais casser encore l'amnistie encore? Non. Voilà le débat qui s'est posé en 2020. Et la Côte d'Ivoire a estimé que dans les ONG, en tout cas ceux qui ont constitué le dossier d'accusation de Guillaume Soro, il n'y a pas la qualité pour pouvoir saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà d'où est venu le différent avec la Cour africaine des droits de l'homme. C'est pourquoi on essaie de quitter la Cour. Comme beaucoup de pays d'ailleurs ont fait. Voilà le débat qu'on vous cache. 5 ans après, ils viennent dire maintenant que, oui, en 2025, hein, ils disent que bon, Guillaume Soro n'était pas fondé à saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Mais vous imaginez, sur l'instant, chers amis, qu'on ait inscrit Guillaume Soro sur la liste électorale, il est devenu président, on nous dit que non, il n'a même pas de qualité, n'est-ce pas, la qualité nécessaire pour saisir la dite Cour. Vous imaginez? 5 ans après, Gbagbo Lona, il est président en 2020. 5 ans après, en 2025, on va nous dire non, il avait finalement été bien jugé en 2020. Vous vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez? Bon, ça c'est pour l'histoire. C'est pas le sujet. On dit, Serge, moi là, je ne crois pas à la Cour africaine des droits de l'homme. Oui, je ne crois pas. Toi, tu y croyais là, tu allais saisir là. Elle dit, tu as été bien jugé. Tu dis quoi? Et tout n'est pas autour du pot. Un chien a dit, philosophie de Platon. Non. Voilà la compte qui est posée. D'où le problème de la cohérence. D'où le problème de la cohérence. Non, on est incohérent, c'est pas grave. Toi qui es cohérent là, tu allais saisir la Cour africaine des droits de l'homme et l'ONU. Elle dit qu'elle ne prend aucune mesure provisoire. Aucune mesure. Poutier m'a dit, attendez-moi en janvier 2026. Flavio dit là-dessus que lui n'attendait rien de cette Cour-là. Mais je pense que il aurait fallu qu'il puisse, n'est-ce pas, contaminer, n'est-ce pas, le président Tidjane Thiam de son scepticisme éclairé. Ah oui! C'est fait filmer ici, partout. Allez voir les gens, il a des relations ici, il connaît tout le monde. Bon, voilà. S'il n'est pas candidat, l'Afrique va trembler. Bon, bref. Le juge de course, Gbagbo Lona a été bien jugé, selon le droit. Donc la Côte d'Ivoire a bien fait. Notre pays a bien fait de quitter cette cour-là intéressée. Et donc, l'ONU, justement, a bien fait aussi de dire que, bon, pour l'instant, c'est en janvier là que je vais être jugé pour savoir est-ce que tu as la qualité ou pas même de me saisir. Quand on fait la lecture, là, écoutez la lecture, hein, quand on fait la lecture, écoutez très bien le courrier d'aujourd'hui. Ils disent que leur refus de demander à la Côte d'Ivoire de mettre provisoirement Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo sur la liste électorale là n'annule pas le fait que c'est en janvier qu'ils vont décider de savoir est-ce que Thiam et Gbagbo là, bon, dans le cas de Gbagbo Lona ici justement, est-ce que Gbagbo a oui ou non le droit, la qualité pour les saisir. C'est en janvier qu'ils vont décider ça. Et c'est en janvier aussi qu'il faut se prononcer sur le fond. On tourne autour du le sujet qui est posé, on va à Washington, à Pékin, et je dis que gouvernement Yubili, le débat est posé. Donc sans trop, n'est-ce pas, mazarder, n'est-ce pas, dans tous les sens, je m'arrête là, espérant que ceux qui vont prendre la parole après moi, soit auront le pessimisme éclairé de Flavio, qui sera finalement à la raison, il comprend que c'est plié, et dans ces pliés, que va-t-il faire? Il ne croit ni à la justice ivoirienne, ni à la Cour africaine des droits de l'homme, ni à l'ONU, il croit en quoi maintenant? À la bagarre? Je n'en sais rien. Je m'arrête là. 4 heures. Merci, Général. Merci pour cette brillante intervention. Monsieur Kaza, qu'avez-vous cher frère Ricardo, à répondre? Je vous vois dans les commentaires, hein, Monsieur Kaza. Je vous vois. Ah ouais, on me voit. Oh, je mets des commentaires invisibles. Bon, ok, je vais changer de J'ai l'impression que vous voulez imiter le tigre du porno. Pardon, le tigre du poro. Moi, à ce sujet-là, franchement, puisque maintenant les gens ils se choquent vite, hein, donc je vais les choquer. Hein. Moi, je suis toujours gêné par n'importe quel homme politique hein, qui va chercher
à prendre des résolutions ou bien à prendre conseil auprès de l'ONU. Parce que l'ONU, là, moi, c'est une organisation, je ne crois pas un seul instant à cette organisation. Honnêtement, Israël a, bon, ça c'est mon côté militant pro-État palestinien qui parle. L'Israël a violé 28 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Aucune sanction. La Côte d'Ivoire, pays souverain, a organisé des élections. Le président du Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. On dit non, il faut que ça soit certifié par l'ONU. Et nos hommes politiques, ils sont là, ceux qui parlent de souveraineté, à chaque bout de champ, souveraineté, souveraineté. Et dès qu'ils ont un petit problème, tous autant qu'ils sont, ils vont s'adresser à l'ONU. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me gêne, ça me gêne. Ça me gêne extrêmement, franchement, dans tous les sens, ça me gêne. Parce que on ne veut pas s'asseoir, réfléchir, mettre des bases claires, des lois claires pour organiser nos élections. À chaque fois, quand on a des élections, on a toujours des problèmes, quel que soit celui qui est au pouvoir. Juste par paresse intellectuelle. Juste par paresse intellectuelle. Je vais vous donner un exemple. Lors de cette constitution de 2016, il faut reconnaître qu'il y a des gens de l'opposition qui ont dit que si cette constitution restait telle, le président de la République allait pouvoir faire un troisième mandat. Mais pourquoi on ne s'assoit pas pour écrire? On a déjà un précédent au Bénin, écrit des textes clairs qu'on ne peut pas interpréter. Au Bénin, par exemple, c'est clair. Tout Béninois, aucun Béninois ne peut faire plus de 2 mandats. C'est clair. C'est net, on ne l'a pas fait. Et on vient après, on se met dans des chicayades, on se tire dessus, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Moi, l'ONU, je ne crois pas du tout à cette institution parce que moi, je considère, pardon, hein, ça va choquer les gens, mais je considère que c'est une institution qui n'est pas juste, qui est faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est la réalité. L'ONU, ils peuvent dire quoi devant les États-Unis? Ils peuvent dire quoi devant les États-Unis? Devant Israël, ils peuvent rien dire. Et nous, on va confier nos destins, le destin du peuple ivoirien à ces gens-là, qui viennent créer plutôt de la zizanie au lieu de régler des choses. Donc moi, leur décision qu'ils ont prise vis-à-vis de M. Laurent Gbagbo, moi, je m'attendais à rien. Voilà. D'abord même, j'étais très refusé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, moi, je n'étais pas du tout, je sais pas comment dire, la pertinence d'aller voir ces institutions-là. Parce que de toutes les façons, comme Serge Assé l'a dit, même s'ils avaient pris la décision contraire, vous pensez que la Côte d'Ivoire allait violer ça et puis c'est fini. Ça allait passer en dessous. Qu'est-ce que l'ONU allait faire? Il n'allait rien faire. Donc moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que il faut que nos hommes politiques, tous autant qu'ils sont, ils s'asseyent pour discuter, nous prendre des tests clairs, hein, pour que à chaque fois, parce que à chaque fois, chaque 5 ans, ça, ce débat, on va le mener jusqu'au premier tour, ou s'il y a deuxième tour, 1 mois après c'est passé, on n'en parlera plus. On va attendre à 1 an des élections de 2030, on va recommencer encore. Donc moi je vais chuter par là, Eric Atte, en disant, pour des gens qui prônent, eux tous, tous les hommes politiques, ouais, notre souveraineté. Mais dès qu'il y a un problème, il faut aller chercher l'ONU. Le président actuel aujourd'hui, il est venu au pouvoir en 2010 grâce à la certification de l'ONU. Un conseil constitutionnel a décidé à proclamer les résultats. On dit non. Ce résultat-là, on nous parle de souveraineté. Notre souveraineté est où? Et pas laissons, cotisons, on paie nos cotisations à l'ONU. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils apportent. Ils nous apportent. Honnêtement, je ne vois pas ce que l'ONU nous apporte. À moins que quelqu'un m'explique pour ce qu'il nous apporte ici. Il nous apporte absolument rien. Voilà. L'ONU ne nous apporte rien. Voilà. Quand on organise les élections, on va chercher
On va chercher toujours les Européens pour venir vérifier. Mais c'est quoi tout ça? Et c'est quand est-ce que vous allez avoir votre souveraineté là finalement? C'est quand? Quand est-ce qu'on va l'avoir? On l'aura jamais. Moi, je vais chuter sur un truc. Moi, je suis arrivé en France, ça m'a émerveillé. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et candidat à la présidentielle. Et quand j'ai appris que c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections, ils ont proclamé les résultats, Nicolas Sarkozy a gagné. Je n'ai vu aucun homme politique passer à la télé pour parler d'once même de trucage d'élection. Il est devenu président. Son deuxième mandat, il n'a pas été élu, terminé. Mais nous, dès qu'il y a des élections, il y a toujours des problèmes, des suspicions, légitimes ou pas, mais il y a toujours des soucis. Voilà ce que moi j'avais à dire sur ça. Merci, Kaza. Alors, bon, Flavio, c'est pas possible de faire une motion, hein. On va attendre au second tour de parole. Mais en attendant, je vais te piquer ta place pour prendre Monsieur Élisée Bolobo qui est dans les commentaires, qui est dans les demandes, pardon. Je te reprends tout à l'heure. Fasco, vas-y, le temps que lui monte. Ok, merci Eric. Alors, tout à l'heure, j'ai écouté le frère Serge et Kaza, qui sont des opposants. Bon, Kaza, il essaie de faire un peu, subtilement, il essaie d'être un peu cohérent dans sa position, il essaie d'être un peu cohérent, mais à la fin, la malhonnêteté intellectuelle le rattrape en tant qu'opposant. Bon, ça c'est le fort de l'opposition, ça. Voilà. Ils vont beau vouloir bien faire, mais toujours, la mauvaise foi va les rattraper. Et on a vu Khalil qui a déconstruit totalement Serge Assé sur la question de l'incohérence. Vous êtes toujours incohérent. Aujourd'hui, on compte sur l'ONU. La communauté dite internationale. Je me souviens en 2010. Il faut que cette communauté arrête de s'ingérer dans nos affaires internes en Côte d'Ivoire. Ça, c'était le FPI de Laurent Gbagbo qui nous disait ça. Et aujourd'hui, son dernier recours, c'est cette communauté dite internationale-là. Vous voyez? Toujours dans l'incohérence. Mais les gars, c'est pas l'ONU qui met le nom des gens sur la liste électorale. Non. C'est pas l'ONU qui vote. L'ancien président Laurent Gbagbo nous avait dit même que c'est pas la CEI même qui vote. Ce sont les Ivoiriens. Il n'y a aucun parti politique qui a été exclu de la compétition électorale en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. On a dit, voici des citoyens, ils ont fait des choses, ou bien le code électoral ne les permet pas d'être sur cette liste-là. Mais les frères, si réellement vous aimez votre pays, si vous aimez les Ivoiriens, d'après vous, le RHDP et son champion ont échoué. Ça fait 15 ans que les Ivoiriens ont faim. Ça fait 15 ans que les Ivoiriens, ils sont victimes de, comment on appelle ça là? Ils sont en train de saccager leurs maisons, ils sont en train de casser leurs maisons. Donc il faut que ça change. Il faut qu'on alterne. Il faut vraiment de l'alternance en Côte d'Ivoire. Tous les jours vous dites ça. Mais est-ce que pour ça là, pour changer ça là, est-ce qu'on a besoin de l'ONU? Non. On parle aux Ivoiriens et puis maintenant on choisit, comment on appelle ça là, monsieur Élisée qui vient de monter. Si on pense que voilà, il peut nous permettre de dégager Ado, on dit bon ok, tiens, comme tu n'es pas éligible, on va prendre Élisée Bolubo, il va compétir pour nous pour que le RHDP et son Ado quittent le pouvoir. Et ça c'est compliqué. Pour ça là, on n'a pas besoin de l'ONU. Non. Mais comme les gens ils sont dans des combats, il va dire personnel. C'est-à-dire que si c'est pas lui là, c'est lui ou rien. Ils n'aiment pas le pays. C'est des caristes. C'est-à-dire que c'est les carrières. C'est les carriéristes. Ils ne pensent qu'à leur carrière politique. Ils n'aiment pas le pays, je répète. On a vu Alassane, son excellence, en 95, il n'était pas éligible. Il n'a même pas osé aller déposer sa candidature. Comme certains le font aujourd'hui là. Vous n'êtes pas sur la liste, mais vous partez quand même déposer votre candidature en comptant sur l'ONU. C'est pas l'ONU qui valide. Et l'ONU vous a dit, référez-vous à votre pays. Référez-vous à votre patrie.
Votre pays-là est souverain. Et ce pays-là dit que tu n'es pas sur la liste électorale. Nous, on ne peut rien faire. Et puis ça, là, vous pleurez encore. Ne pleurez pas. La communauté dite internationale n'a pas le droit de s'ingérer dans nos affaires nationales. Merci. Merci Fasco. Flavio, si tu es dans les commentaires, tu te signales. Hein. On va faire un remplacement basket. Ah ouais, excusez-moi, je pense que... Quand est-ce qu'on reprend les motions héritataires? Allez faire une motion justement à Casa rapidement. Fais une motion aussi à Casa. Ok. Bon, d'accord, vas-y, général. Toi, tu as... Je vais pas durer même, parce que je pense que fondamentalement la question a été évacuée, hein, parce que ils vont pas répondre vraiment au sujet, jamais. Alors, ils vont faire des poursuites, jeu de jambes, papa. C'est ce qu'ils vont faire. Jeu de jambes, papa. Bon, voilà. Je pense d'abord que... Non, mais tout à l'heure, j'ai entendu effectivement des propos du frère Kaza. Il a tenté plus ou moins de faire le procès de l'ONU, tout et tout. Bon, c'est vrai que par moment, sans être de mauvaise foi ou quand même ou de bonne foi, ça dépend de là où on se place, que on peut critiquer, on doit d'ailleurs critiquer souvent certaines lenteurs ou certaines plus de positions effectivement de l'ONU qui est paralysée par des intérêts géostratégiques, tout et tout. Donc, ce qui est vrai. Donc, mais... Je vais d'abord dire une chose. Je vais dire que l'ONU n'est ni forte, ni faible. En tant qu'organisation, effectivement, elle n'a que le pouvoir que les États ont bien voulu lui concéder. Je répète, l'ONU n'est ni forte, ni faible. L'ONU n'a que le pouvoir que les États lui ont concédé. C'est pareil pour la CEDEAO et l'Union africaine. Le jour où on va décider de confier plus de pouvoir à cette structure-là, eh bien, en d'autres termes, ça s'appelle un abandon de souveraineté. Parce que lorsque vous participez à une institution supranationale, on dit que vous abandonnez, n'est-ce pas, un pan de votre souveraineté. Dans le cas de lui et moi, par exemple, dans les pays ont décidé de lui confier la politique monétaire. Donc ce n'est ni géré à Abidjan, à Lomé ou au Mali, à Bamako, non. C'est géré, en fait, donc c'était mutualisé. C'est pareil avec l'Union africaine. Le jour où on va décider que l'armée, vraiment, de l'Union d'Afrique sera sous les ordres, n'est-ce pas, non pas du président ivoirien ou du président ghanéen, mais d'un président fédéral, ce jour-là, ce sera, n'est-ce pas, un pan franchi. Et donc, ça dépend plus ou moins de là où on se situe, idéologiquement ou pas, mais il est vrai que ce bel instrument de coopération est souvent paralysé, d'ailleurs, ou du moins asphyxié, où ces efforts sont annihilés par l'excès de stratégie politicienne, ou je l'ai dit même géostratégique. Il appartient non seulement de bien nourrir la réflexion pour savoir quel type de ONU est-ce que nous voulons, quel type de décision en termes d'Union africaine qu'on veut. Par exemple, c'est pas une boutade, mais c'est une vérité. Au Mali, tout près de vous ici, un pays qui n'est pas un pays nucléaire, tout et tout, on a vu ce pays-là mettre dehors l'ONU. L'ONU a pris bagage au Mali. Est-ce qu'il faut dire qu'Assimi Goïta est plus fort que Joe Biden? Non. C'est parce que, pour l'instant, l'ONU, n'est-ce pas, ne peut pas s'opposer, n'est-ce pas, au droit de celui qui exerce l'État dans un pays. Donc, Babou, par exemple, l'ONU est venu ici avec sa bénédiction. Il a appelé l'ONU à venir ici. Même en 2010, tout à l'heure pour te répondre, en 2010, les deux partis, Ouattara et Gbagbo, se sont mis d'accord pour contester, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel, parce que Ouattara dit qu'il n'est pas d'accord avec Yaoundé, mais Gbagbo appelle, n'est-ce pas, l'ONU et l'Union africaine à venir recompter les résultats. Alors qu'en Côte d'Ivoire, après, n'est-ce pas, la décision, il n'y a plus de recomptage. Parce qu'il n'y a aucun article, n'est-ce pas, de droit positif qui autorise ou qui valide, n'est-ce pas, ce recomptage-là. Mais Gbagbo Laurent, n'est-ce pas, a demandé aux gens de venir recompter, de venir faire une médiation. Il a lui aussi enjambé, sinon piétiné, l'institution de Côte d'Ivoire. Et donc, bref, je veux dire qu'effectivement, ton cri d'appel, je l'entends, et je suis d'accord avec toi pour dire que il faut encore plus réfléchir pour travailler effectivement sur nos institutions, effectivement. Pour terminer rapidement, dernière phrase, pour terminer. Le droit là, c'est une matière effectivement aussi, comme le dit mon cher professeur Guizot, Tonton Guizot, qui à la fois, on va dire, il dit quoi, elle est herméneutique non, il dit, elle est, bon, bref, j'oublie son terme, il veut dire quoi? C'est une loi, bon, une discipline qui est à la fois ouverte et fermée. Ça dit que elle est fermée, c'est vrai pour les esprits comme nous autres là, qui n'ont pas été initiés plus ou moins à cette science-là. Mais en même temps,
elle est aussi ouverte et aussi accessible à tout le monde, n'est-ce pas? En termes de facultés, tout et tout. Mais, je vais dire quoi, en vrai, je vais dire que, comme chaque discipline, là, il va toujours avoir des débats en droit. Par exemple, même au Bénin, il y a un débat aussi pour savoir est-ce que cette disposition-là concerne le président en fonction ou pas. On peut faire le débat. Aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, après Roosevelt, ils ont pris, n'est-ce pas, le 20e amendement, qui était précis pour dire que cet amendement-là a limité les mandats à 2. Mais ils ont précisé eux-mêmes pour dire que ça ne concernait pas le président en fonction. Et donc, on va changer les lois 1000 fois, mais tant que n'est-ce pas, il ne sera pas mis dans la Constitution pour dire que au moment où on la vote, là, le président qui est là, naturellement, là, n'est pas fait de mandat supplémentaire ou pas, on va toujours faire le même débat juridico-politique, toujours. Bref, mais tu as vraiment raison, grand frère, pour dire qu'il faut qu'en tant qu'Africain, on puisse réfléchir, effectivement, à améliorer, n'est-ce pas, nos institutions, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, ou même l'ONU. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là, mais je ne sais pas s'il y a d'autres débats encore. On peut te faire une motion, s'il te plaît? Bon, 4 heures. Là, la brèche est ouverte. Hein. Allez-y, si ça peut être. Ok, d'accord. Bon, Khalil, moi j'ai écouté ton long développement, hein, mais bon, tu es hors sujet, mais il y a des gens qui aiment le hors sujet et donc ils encouragent, mais c'est tant mieux. Le sujet qui est posé, hein, c'est la lettre de l'ONU. Tu comprends? Et tu ne peux jamais comprendre la lettre de l'ONU si tu ne la mets pas en parallèle avec la décision avant dire droit de l'Union africaine relativement au cas Laurent Gbagbo. Parce que je te rappelle que ce qui est demandé à la commission ici, là, de l'ONU, là, ce qui lui est demandé, là, c'est de dire à l'État parti qu'on appelle Côte d'Ivoire d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On se rappelle, ça va ennuyer certains, mais il faut rappeler, on se rappelle qu'une cour africaine avait pris la décision de demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, en entendant qu'elle ait à statuer dans le fond de l'affaire. En réaction à cette décision-là de la Cour africaine, la Côte d'Ivoire est sortie de cette cour. C'est ça la position de principe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sortie. Donc moi, en tant que citoyen ivoirien, dont le pays est sorti de la cour pour refus d'exécuter une décision provisoire de la cour, c'est même pas une décision définitive, une décision provisoire. Excuse-moi, mais de façon intellectuellement, je n'ai plus rien à faire à m'intéresser à la suite de l'affaire, puisque mon pays est sorti de cette cour. Tu comprends? Donc même si je viens faire un discours sur cette cour africaine-là, relativement à sa décision finale, excuse-moi, c'est juste pour me plaire intellectuellement. Parce que ça n'a aucun sens. Mon pays a décidé, mon gouvernement a décidé de sortir de cette cour. Il y a plusieurs cours qui existent à travers le monde où la Côte d'Ivoire n'a pas adhéré. Est-ce que j'en parle? Est-ce qu'on en débat ici? On n'en débat pas, ça ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi je dis, il faut être cohérent avec les principes premiers que nous posons. Nous avons décidé, nous, Ivoiriens, de façon souveraine, qu'on sort de la Cour africaine des droits de l'homme. Les décisions qu'elle prend après là, ça ne doit plus nous intéresser, puisque c'est sans effet pour nous. Voilà pourquoi je dis, le parallèle avec l'ONU, je m'interroge. Même si l'ONU avait pris une décision dans le sens d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, du moment où on a eu un précédent avec, comment on appelle ça, avec la Cour africaine des droits de l'homme, est-ce qu'on ne peut pas préjuger de ce qu'aurait été la position du gouvernement ivoirien, puisqu'il y a eu un précédent et le précédent porte sur la même personne et sur la même inscription provisoire sur la liste électorale. Donc on peut préjuger de la position du gouvernement ivoirien, puisque le gouvernement ivoirien ne va pas se renier. Donc on peut préjuger de ce qu'aurait été sa décision.
Voilà pourquoi je dis, pour moi, à partir du moment où la Côte d'Ivoire a décidé de sortir de la Cour africaine des droits de l'homme relativement à la décision d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale à titre provisoire, pour moi, dès lors, et l'ONU et l'Union et la Cour africaine, leur décision, ou bien venir mener un débat sur ces deux institutions relativement à cette question-là, pour moi, c'est inutile. On va parler juste parce qu'on a envie de faire un peu de brainstorming, hein, c'est-à-dire de se triturer les méninges, mais en réalité, ce n'est pas pertinent, puisque le gouvernement ivoirien a déjà dit dans quel sens va sa décision relativement à cette question. À partir du moment où le gouvernement ivoirien a tranché, je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'on en parle encore. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ok. Bon, excuse-moi, comme il m'avait là, en fait, tout à l'heure, je partais, puis il m'a fait la motion, s'il te plaît. En fait, je vais céder ma place en fait, pour descendre, parce que moi, je pense j'ai épuisé ce que je voulais dire. Fondamentalement, je pense que tout à l'heure, quand je prenais à Serge, il ne m'a pas compris, il ne m'a pas entendu d'ailleurs. Il ne m'a pas compris. Parce qu'il ne fait que se répéter, alors que j'ai déjà débungué tout ce qu'il a dit déjà, et répété tout à l'heure. Franchement, je dis ceci, je dis, je vais dans ton sens. Franchement, je dis quoi, de manière succincte, je vais dans ton sens. Pour dire que, parlant de cohérence, tu dis que moi je ne crois pas en la Cour africaine des droits de l'homme. Moi, RHDP, d'accord. Et toi qui y croyais là, tu allais la saisir. Elle dit finalement que tes droits n'ont pas été bafoués. Tu dis quoi de ça? J'en suis sorti avant sa décision finale. Donc ça ne sert à rien qu'elle prenne une décision définitive. Ça ne m'intéresse plus. Enfin, pas ça, s'il te plaît. Tu parles de... Voilà, s'il te plaît. Retourne-moi la même politesse, s'il te plaît. Voilà. Je pense que quand même, tu perds quand même des moyens. Donc, je peux comprendre, c'est vrai, mais calme-toi un peu. Voilà. Tu parlais tout à l'heure, je t'ai écouté. Donc, je poursuis pour dire que moi, je te suis. Hein. Moi, je te suis. C'est là que je mets en évidence, n'est-ce pas, ton incohérence et l'inconstance de ta position. Je dis ceci, je te suis. Serge, tu as raison. Et si tu as raison, dans ce cas, tu devrais accepter, toi qui es si cohérent, et toi qui es si amoureux, n'est-ce pas, de cette institution-là, et qui y croit en elle, contrairement à moi, tu dois accepter le fait qu'elle a dit que Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, a été bien jugé. Voilà, voilà le bémol, en fait. Tu as beau tourner cette incohérence-là, tu as beau la mettre dehors, mais elle revient toujours par la fenêtre. C'est vrai, primo. Secondo, je dis ceci, je dis que la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire quitte la Cour africaine des droits de l'homme, parce qu'elle estime qu'il y a un conflit d'intérêts qui justifie le fait que Guillaume Soro, sa plainte là, naturellement, première chose, n'était pas recevable. 5 ans après, la Cour dit que oui, effectivement, Guillaume Soro n'avait pas qualité pour la saisir. 5 ans après. La Côte d'Ivoire a donc eu raison. Première chose. Secondo, la Côte d'Ivoire dit, j'ai écrit à la Cour africaine des droits de l'homme pour lui demander ta décision temporaire là, parce que, attention. La Cour a dit ceci. La Cour dit de mettre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro provisoirement sur la liste électorale. Le temps qu'elle statue. Elle n'a pas dit de l'inscrire, non. Elle dit de l'inscrire provisoirement. Les mots ont un sens en droit. La Côte d'Ivoire demande donc à la Cour, dans mon national juridique là, par quelle mesure est-ce que je peux prendre, n'est-ce pas, faire que une décision devenue irrévocable à son encontre puisse être suspendue provisoirement. Par quel artifice? Si je prends une amnistie, ça devient définitif. Parce que l'amnistie, naturellement, va effacer toute condamnation. Donc ce débat politique, la technique, a été posé à la Cour africaine des droits de l'homme, qui a dit ceci, qui a dit que non, elle laisse le soin à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de gérer cela. Mais tant qu'elle se saisisse. La Côte d'Ivoire, donc, en droit, on dit que lui qui nomme là, il a dit, la Côte d'Ivoire qui est partie là-bas peut quitter là-bas, c'est pas un crime. Et donc la Côte d'Ivoire décide donc, n'est-ce pas, en face, n'est-ce pas, de ce qu'elle considère comme étant une, on va dire, collusion manifeste. Elle décide souverainement de quitter la Cour. Mais justement, parlant de précédent, d'accord, tu estimes pour toi que, comme la Côte d'Ivoire a quitté la Cour africaine des droits de l'homme, et donc pour toi, elle serait prête à rééditer le même acte, effectivement, avec l'ONU. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, avant cette décision-là, en 2017-2015, si je m'abuse, la même Cour avait demandé à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. La Côte d'Ivoire s'était exécutée. Je reprends. La même Cour, là,
avant 2020, hein, avait demandé à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. La Côte d'Ivoire s'était exécutée pour équilibrer les postes de chacun. Parce qu'à l'époque, là-bas, il y a les forces nouvelles, il y a eu ça. Donc, à 2 reprises, la Côte d'Ivoire a été sommée de s'exécuter. La Côte d'Ivoire s'y est employée 2 fois, avant 2020. Et donc, fondamentalement, mais pendant sur ces précédents-là, je ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire qui a exécuté 2 fois la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qui a refusé 1 fois, soit un État pardon, qui serait toujours aux antipodes du droit. Au contraire, la jurisprudence, la pratique ici là, est en faveur du respect de la Côte d'Ivoire face à ses obligations internationales. Et donc, je dis que c'est un débat qu'on peut faire dans 1000 ans. Est-ce que les pays ont, oui ou non, le droit de pouvoir retirer leur confiance, n'est-ce pas, à une institution? Bien sûr que oui. Et donc, ce débat-là, je pense qu'il est clos. Mais le débat central de ce soir, c'est de dire que ceux qui croient à la Cour africaine des droits de l'homme et à l'ONU, là, elle vous dit que elle vous déroute. Est-ce que vous allez avoir le courage de dire que, comme moi je crois en toi, donc je me plie à ta décision? Le débat est là. Franchement, je m'arrête là parce que je pense que l'on a plus ou moins épuisé tous les contours, en tout cas en ce qui me concerne. Donc je pense que ma place, je vais la donner à une autre personne pour que cette personne-là vienne également aussi vous partager ses lumières. Voilà, c'était moi, chers amis. Je l'ai bien aimé rester pour écouter le grand frère Élysée aussi. Bon, voilà. Donc je m'arrête là. C'était le général Khalil. J'ai pas eu besoin de faire soulever les MiG 24 et les F-16. Voilà. Les petits chats, petits blindés, on suffit effectivement à mettre en évidence l'influence. Vous aimez vous faire plaisir. Vous êtes spécialiste en déconstruction, en MiG-24. Bon, vous êtes extraordinaire. Merci. Je pense qu'on avait déjà abordé cette question-là. Il t'a déconstruit, hein? Bon, même si quelqu'un me dit bonjour, il m'a déconstruit. Donc bon, voilà. Si ça peut te faire plaisir, bon, il n'y a pas de problème. On a M. Élysée Bolgo qui est là. On va lui passer la parole quand même. M. Élysée, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue. Mon cher frère Serge Atsé, Ismo le démocrate. Comment tu vas, Élysée? Oui, Kaza et tout ça, oui, je veux bien. Serge, toi-même. Salut bien, frère, salut. Ça va. Ok. D'accord, bon, j'ai pris le débat en cours, hein. Je m'excuse parce que j'étais sur un certain nombre de dossiers aussi dans le temps de finir. J'ai pris en cours, donc je pense pas avoir certainement saisi le début, mais bon, avec les quelques échanges que j'ai entendus, je voulais aussi me prononcer un peu sur tout ça, à partir de ce que j'ai entendu. Bon, j'ai écouté les différents arguments, c'est intéressant, vraiment, il y a des choses importantes et des choses intéressantes qui sont dites. Mais en même temps, moi, j'estime que faut qu'on ne perde pas de vue l'essentiel. Moi, je pense que parfois, c'est nous-mêmes qui affaiblissons, hein, c'est mon point de vue, qui affaiblissons nos institutions ou qui les rendons forts. Ceux qui ont des institutions fortes, là, c'est pas parce qu'elles sont devenues fortes subitement, mais c'est parce qu'à un moment donné, elles ont décidé de donner de la force à ces institutions-là. Même si parfois les décisions prises semblent pas être en leur faveur, mais ils ont dit dès l'instant qu'on a décidé que ce sont des institutions qui doivent agir ainsi, elles ont agi, on fonctionne, on avance. Mais je suis d'avis avec ceux qui pensent que oui, on est dans un système perfectible, rien n'est totalement parfait. Donc on peut toujours faire des propositions, on peut toujours faire des contributions, tout ça ou des critiques dans la perspective d'améliorer le mécanisme, parce que rien n'est fondamentalement parfait, on est tout en quête de perfection, d'amélioration. Donc, faut pas prendre toutes les critiques qui viennent, comme je dis, des éléments qui viennent vous accabler. Non, il faut faire souvent la part des choses. Voilà, faut se dire, ah, ce qu'on est en train de dire là, c'est vrai, c'est pas les gens de mon camp qui le disent aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un peu de pertinence à l'intérieur. Regardons, scrutons, et puis voyons comment c'est. Parce que les schémas dans lesquels nous sommes aujourd'hui ne sont pas des schémas irréversibles. Hein. Ouattara aujourd'hui est au président de la République, mais Ouattara il y a 20 ans en arrière était dans l'opposition. Voilà. Donc ça ne veut pas dire aussi que ceux qui sont dans l'opposition, je dis, demain deviendront pas président. Donc, faut pas qu'on soit dans une logique de vouloir faire des choses justes
pendant qu'on est là ou pendant pendant que c'est nous, et puis bon, après, on part, quand les autres viennent, non, faut qu'on reparte à zéro. Moi, c'est pas la bonne manière de fonctionner. Maintenant, je voudrais réagir un peu sur ce que Kaza a dit, il parlait de la question de souveraineté, que lui, il pense qu'on peut pas être souverain, puis toujours continuer à écouter les gens de l'ONU et tout ça. Non, Kaza, on peut pas dire ça. La souveraineté, pour moi, n'est pas antinomique à appartenir à des organisations sous-régionales ou bien à des organisations internationales telles que l'ONU et autres. Ça n'enlève rien à votre souveraineté. Mais tous les pays et autres, là, ils sont membres de l'ONU. Que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis et autres, ils sont membres de l'ONU. Ils font partie de l'ONU. Voilà. Est-ce que ça, pour autant, ça empiète leur souveraineté? Moi, je dis toujours, la souveraineté, là, c'est le stylo. Le stylo que vous avez pour signer, prendre vos décisions. C'est ça, la souveraineté. La souveraineté, c'est pas une perception. Voilà, c'est pas une perception. C'est parce que les gens collaborent, ou bien sont dans des relations multilatérales, ou dans des relations bilatérales, que ça fait des inféodés, ou ça fait des suppos. Non, moi, je vois pas la chose sous cet angle-là. Non, pas du tout. Ce soir, par exemple, je me rappelle, on était en train d'échanger, et puis il y a Kwaku, Kwame, ok, comment il s'appelle, de Don Melo qui disait par exemple que la Côte d'Ivoire est sous domination et tout ça, ça sorti un certain nombre de choses. Il a parlé même de eux sont souverainistes et autres, et lui il pense que on doit aller à l'impérialisme, on doit combattre l'impérialisme. Mais je lui ai dit, mais son mentor là, et leader là, les représentants du BRICS, le BRICS là, c'est dirigé par la Russie et tous ceux qui vont avec Afrique du Sud, Brésil, Inde et autres, tout ça. Mais c'est les impérialistes aussi. Ils viennent pas en Afrique par philanthropie. Jamais de la vie. Ça, personne ne me fait penser à ça. La Russie vient pas en Afrique par philanthropie parce qu'ils vous aiment trop bien, parce qu'ils aiment trop les Africains. Ils vont venir apporter les soutiens aux Africains. C'est impossible. Les puissances, quand elles posent pied dans un pays, c'est par intérêt. Donc, vous pouvez pas aujourd'hui là être, représentant des BRICS et moi me faire croire que les BRICS viennent juste là par philanthropie pour vous aider, pour vous apporter leur appui et tout ça. Ça, c'est le premier élément. Mais ce que peut-être il ignore ou qu'il l'aurait oublié, c'est que si on veut aller dans une logique de partenariat, mais les proches de Ouattara pourraient vous retorquer que c'est sous Ouattara aujourd'hui là que la France a perdu sa place de premier partenaire économique en Côte d'Ivoire. La France aujourd'hui est quatrième partenaire économique en Côte d'Ivoire. Le premier partenaire, c'est la Chine, suivi par les autres. Donc, il pourrait vous dire, mais qu'est-ce que vous parlez de quoi au juste? Parce que si c'est pour dire que Ouattara il est à la sorte de la France et tout ça là, mais les statistiques et puis les éléments qu'on a en face de nous disent le contraire totalement. Donc, à ce moment-là, qui est responsable ou du moins, qui est affilié à qui? Ça, c'est d'autres débats. Moi, je crois que faut savoir raison garder. Ce n'est pas parce qu'on est pompon, on n'est pas vraiment du même bord, bien qu'on ne pousse pas une telle opinion que ça suffit pour dire qu'on est inféodé ou bien on est sous domination et tout ça. C'est souvent de trop gros mots qui, dans la réalité, ne sont pas vrais. Ça c'est une réalité. Donc, appartenir à l'ONU et autres n'enlève en rien la souveraineté d'un pays. La souveraineté du pays, comme je le dis, c'est le stylo, c'est votre capacité à décider, voilà, de votre sort. Et quand on a eu la rébellion, c'est Laurent Gbagbo qui a pris le stylo et puis il a écrit, puis il a dit, je veux que l'ONU vienne faire une fausse tampon. Laurent Gbagbo n'avait pas un pistolet sous la tempe. C'est lui qui a pris son stylo et c'est lui qui a invité l'ONU dans la crise ivoirienne. Qui a invité l'ONU dans la crise ivoirienne? Vous venez s'interposer et tout ça. C'est lui. La force française d'abord, après qu'il a reçu son mandat onusien, et puis d'autres gars de l'ONU qui sont venus ONU, tout ça. C'est l'État du Côte d'Ivoire qui a fait venir. Donc l'État du Côte d'Ivoire n'était-il pas souverain à cette période-là? Non. Mais au nom de la coopération, au nom du fait qu'on est membre d'une organisation, et dont aussi les prérogatives sont de pouvoir apporter le secours à un de ses membres en situation difficile, qu'on a fait ça. Est-ce que ça a enlevé quelque chose à la souveraineté? Et dans la résolution de la crise, les différentes parties se sont assises, elles ont convenu du fait que il faut que, vu que tout le monde se plaint et qu'on a beaucoup d'éléments de crise, on a des antécédents, il faut qu'on fasse certifier nos élections par l'ONU. Au moins, c'est un organisme mondial dans lequel tout le monde se reconnaît, dans lequel tout le monde se reconnaît. Donc, on va permettre à nous de certifier. Ça, c'est un accord sur lequel tous les acteurs politiques sont attendus. Fait certifier. Je ne vais pas revenir là-dessus encore. Les élections, je ne vais pas revenir sur l'issue. Maintenant, quand Kaza parle de la question
comment dirais-je, le Conseil constitutionnel a donné un verdict, mais que les gens n'ont pas accepté, ou bien que il a évoqué ça, je me retrouve un peu là, a dit que Laurent Gbagbo a gagné, et puis bon, après ça, il y a eu encore des contestations et tout ça. Oui, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, logiquement, sa décision n'est pas sans recours. Mais la décision du Conseil constitutionnel n'est pas sans recours quand cette décision est conforme aux prérogatives du Conseil constitutionnel. Et c'est là le problème, justement. C'est pas parce qu'on dit, c'est sans recours. Je prends un exemple. On dit, comme toi, ta décision est sans recours, là, quelque chose qui n'est pas tes prérogatives, tu lèves, tu prends, tu dis, non, comme j'ai fini de prendre, c'est sans recours. Comme on a dit, c'est sans recours. C'est pas comme ça fonctionne. Et pour ça, là, il faut juste aller voir l'article 64 du Code électoral. Mais le rapport, il est encore sur Internet. De comment on appelle ça, la session parlementaire de Jacob Zuma au Parlement en Afrique du Sud. Jacob Zuma, parce que les députés l'ont convoqué qu'il a fini avec comment dirais-je, le panel des chefs d'État. Puisque l'Afrique du Sud, tout le monde savait, c'était un allié affiché de Laurent Gbagbo. Quand Jacob Zuma a fini le panel des chefs d'État qu'il est parti, les députés l'ont reçu au Parlement. Pourquoi le panel a décidé que ce Ouattara a gagné alors que ça devait être Gbagbo? Il a expliqué. Il a expliqué. Et dans l'explication, il est tellement clair. Et c'est exactement ce que dit le Code électoral. Jacob Zuma a expliqué comment dirais-je, aux députés. Il leur a dit qu'avant qu'on vienne faire le panel, on envoyait des experts. Leur rôle, c'était de scruter les tests et voir si le processus électoral avait obéi aux tests du pays. Quand on est arrivé, on a rencontré Yao Ndri, tous les acteurs, mais Yao Ndri en dernier, à Pullman. Et ça, on est tous contemporains encore de l'histoire. Et là où le panel des chefs d'État n'a pas été d'accord avec Yao Ndri et lui ont signifié, et ils sont ce qui a fait qu'ils ont conclu que Ouattara a gagné les élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Yao Ndri, qu'est-ce qui s'est passé? Yao Ndri a dit non. Les élections ne sont pas déroulées comme il se devait dans les endroits où il a annulé. La question qu'ils lui ont posée, ils lui ont dit, est-ce que vos tests vous donnent le droit d'annuler et de proclamer un candidat vainqueur? Voilà, on a conseillé Yao Ndri. Parce que il n'a pas ses prérogatives. Le code électoral ne donne pas ses prérogatives. Les seules prérogatives dans ce cadre-là sont contenues dans l'article 64 qui dit, en cas de situation de nature à impacter les résultats ou la sincérité du scrutin, le président du Conseil constitutionnel annule l'élection, saisit, fait une proposition au Conseil des ministres qui adopte un décret pour une nouvelle date qui ne doit pas excéder 45 jours après la décision d'annulation. C'est l'article 64 qui le dit. Et c'est pas ce que Yao Ndri a fait. Il a annulé, il a proclamé quelqu'un vainqueur. C'est pas ce que le code lui dit. Il a outrepassé ses règles, ses responsabilités, il a outrepassé ses prérogatives. Voilà comment les gars lui ont dit, mais non, c'est pas normal, c'est toi qui as envoyé la crise en fait. Parce qu'on aurait pu comprendre que tu dises, oui, on a les éléments factuels de ce qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des tricheries dans ces zones-là. Donc sur cette base-là, j'ai annulé et je décide qu'on reprenne les élections dans les 45 jours. Il n'y a pas de débat. Ouattara et ses militants vont se plaindre, vont taper leur frikin, mais ils ne détiennent aucun élément qui puisse remettre en cause ce que Yao Ndri a dit. Mais là où Yao Ndri se fourvoie, c'est quand il annule et qu'il proclame quelqu'un vainqueur. Parce que là, il outrepasse carrément, c'est-à-dire, il va à l'encontre même de la loi. Lui qui est un homme de loi, un juriste. Il foule au pied même carrément la loi. Il marche même sur la loi en fait. Voici ce qu'il a fait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on est d'accord que les institutions ou tout ça, on doit pouvoir les fortifier. Mais en même temps, il faut aussi qu'on encourage ceux qui les incarnent à pouvoir agir conformément aux prérogatives qui sont contenues dans le fonctionnement de ces institutions. Sinon après, bon, c'est pas parce que on t'a donné un pouvoir que tu as fait tout ce que tu as envie de faire aussi, ça devient un peu compliqué. Ça c'est donc l'élément que je voulais ajouter. Mais pour finir même tout ça, moi ce que je veux dire, faut qu'on garde une certaine éthique dans la politique. Moi je peux pas dire que je suis un fervent adepte de la démocratie, de la prise du pouvoir par les urnes, de la manière la plus démocratique. Et puis dans le même temps demain, je me retrouve dans une tribune où je suis en train de saluer des putschistes, où je suis en train de faire l'éloge des gens qui ont pris le pouvoir. Bon, on va me dire après, c'est le fait.
ça veut dire qu'on a pris, ils ont pris le pouvoir, c'est de fait. Donc on a CDA acté, non, le fait que Dieu les soutenir dans ce qu'ils font. Non. Ça, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de faire une apologie, vous êtes en train d'encourager les gens à poursuivre cette voie. Moi, je suis adepte de la démocratie, la prise du pouvoir par les urnes et par la voie démocratique. Tu as pris pouvoir par... Et je dis pas que je collabore pas avec toi, mais je vais te condamner. Je dis, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ta prise de pouvoir là, c'est pas bon, c'est antidémocratique. Et cette manière de fonctionner là, c'est pas comme ça qu'on doit évoluer. Ça ramène nos États en arrière. Bon, on peut pas trouver les circonstances atténuantes. Un putsch, non, vraiment, faut le comprendre, la situation était comme ça, mais ceux qu'on a mis les affaires, comment on appelle ça, un putsch constitutionnel, donc bon, les gars aussi se sentaient obligés de venir faire. Non, on est soit démocrate ou on ne l'est pas. On n'est pas démocrate à minuit et puis on est antidémocrate à 6 heures. Ça fonctionne pas comme ça. Et c'est tout ça qui affecte notre crédibilité. Parce qu'on ne peut pas, à géométrie variable, aujourd'hui, féliciter une démocratie ici, demain plébisciter, comme on a ou bien applaudi un coup d'État de l'autre côté et autres, tout ça. Pourquoi? Donc, il faut qu'il y ait quand même cette cohérence-là. Moi, je pense que c'est ça qui souvent aussi nous échappe. Et je suis pas d'accord avec la manière dont Ouattara fonctionne sur un tel aspect, parce que c'est contre les tests. Je ne suis pas d'accord demain, quand de la même manière, même si Gbagbo n'est pas au pouvoir, mais il fait de la même chose dans son parti, je suis pas d'accord. Mais je suis pas d'accord pour Ouattara et puis je suis d'accord pour Gbagbo, je suis pas d'accord pour Gbagbo et puis je suis d'accord pour Ouattara. Dans ce moment-là, ma cohérence, elle est où? C'est ça aussi. On peut aimer un leader, mais ça ne nous empêche pas de lui dire que la démarche que tu as eue ici, là, elle est contraire au principe que tu as toujours défendu. Hein. C'est contraire. C'est ça aussi la démocratie, c'est ça aussi être cohérent. Parce que nos leaders, là, moi, bon, c'est ce que je dis très souvent, et malheureusement, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, finalement, nos leaders sont devenus pour nous comme des demi-dieux, en fait. On peut plus, tout ce qu'ils font, vraiment, peut pas être contesté, ou on peut attirer l'attention dessus, ou on peut pas remettre en cause. Quand tu le fais, le camp, que ça arrange pas, te vaut hégémonie, le camp que ça arrange, dit que tu es le héros. Quand demain, c'est dans l'autre camp te vaut hégémonie, l'autre te dit que tu es héros. C'est ça le problème. Pourquoi on dit que tel n'est pas, ou bien cette attitude n'est pas démocrate, et puis nous-mêmes on pose une action pareille chez nous, mais on trouve des éléments pour justifier. Non. Si c'est pas bon ici, ici là c'est pas bon. Ça peut pas être bon ici, et puis ici c'est pas bon parce que c'est l'autre. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc il faut vraiment que cette cohérence là aussi, on puisse la mettre. Je le dis juste par rapport à tout à l'heure quand Kaza parlait, il parlait un peu il a évoqué un certain nombre d'éléments, notamment, et puis il a été aussi rejoint par AC sur les agissements de la Cour africaine des droits de l'homme et tout ça. Moi, je suis de ceux, honnêtement, qui pensent que l'État de Côte d'Ivoire a mal fait de sortir de cette Cour. Moi, je fais partie de ceux qui pensent ça. C'était pas normal. Je pense qu'il y avait des mécanismes juridiques qui existaient pour faire opposition à la décision, pour leur dire non, cette décision-là, elle peut pas prospérer en ce sens. Et puis, vraiment faire des recours. Mais dire qu'on sort, pour moi, c'était pas la bonne attitude. La preuve vous est sortie finalement, même le fond vous a donné raison, mais vous êtes déjà parti. Ça vous affaiblit. Ça donne même plus du poids à votre décision en fait de départ. Oh, vous seriez resté, même vous seriez opposé. Et puis il y a des arguments juridiques. Moi, j'ai discuté avec des juristes qui ont dit qu'il y avait l'État du Côte d'Ivoire avait des éléments qu'il pouvait utiliser pour opposer à la chose, à la décision, hein, et des mécanismes pour pouvoir faire opposition à la décision et voir comment on pourrait la traiter. Parce que justement, la Côte d'Ivoire avait raison. On peut pas ne pas avoir évacué le fond et puis décider qu'on les mette provisoirement. Or, décider de les mettre provisoirement à la liste, ça veut dire l'État du Côte d'Ivoire doit mettre en marche un certain nombre de mécanismes, parmi lesquels une amnistie, une loi d'amnistie. Et l'autre a posé la question tout à l'heure, mais quand on finit de prendre la loi d'amnistie, et puis demain la justice vient de dire que non, vous aviez raison, qu'il ne doit pas être sur la liste, on fait comment? On prend un autre décret pour l'enlever? Mais non, ça devient compliqué. Donc, on pourrait faire cette opposition sans pour autant sortir. Et puis bon, quand la décision tombe maintenant, on est tous tranquilles. Bon, ok, notre opposition, voilà, nous, on a respecté ce que les gars ont dit, mais on a mis en place des mécanismes d'opposition, le temps qu'on trouve une solution, parce qu'on estime qu'on ne peut pas juste rester sur la forme. Il faut que le fond soit traité, c'est le fond qui est définitif. On ne peut pas prendre des risques sur la forme, parce qu'après, ça peut être difficile encore à traiter. Voilà, et puis on essaie de résoudre. Mais on peut pas dire ça, et puis on dit, de toute façon, nous, on s'attend, tout ce qu'ils ont dit là, dès l'instant que la Côte s'est retirée, tout le reste qu'on dit, ça ne nous intéresse plus. Ça, non, mais pourquoi ça ne nous intéresse plus? Ça nous intéresse. Ça doit pouvoir nous intéresser. C'est important, parce qu'eux n'ont pas encore évacué totalement la question, donc ils ont évacué la question. Surtout que chaque chapelle politique à l'oreille tendue
cherchant à trouver une petite bouée qui peut lui permettre quand même de pouvoir avoir le nez dehors et puis respirer. Donc chacun cherche. Donc ça nous intéresse, on ne peut pas dire que ça ne nous intéresse pas. Maintenant aussi, quand on se réfère à ces instances et qu'elles ont tranché, bon, elles ont tranché. Il faut qu'on ait aussi la culture d'accepter les décisions de justice, même quand elles ne nous arrangent pas. C'est ça aussi être démocrate. Tout le monde se revendique démocrate, mais personne n'est prêt à accepter les décisions de justice. Ça devient compliqué. Non, la justice est manipulée. Non, la justice n'a pas dit le droit. Moi, je suis d'accord que la justice peut ne pas avoir dit le droit, mais à ça, il faut opposer des éléments factuels qui montrent que la justice n'a pas dit le droit. Et c'est juste pour venir dire, en réponse à la justice, que, ah, moi, je connais pas la loi, ou bien je connaissais pas la loi, ou bien je savais pas que la justice, mais ça veut rien dire. En quoi est-ce que ça, là, ça vient justifier que la justice comment dire, n'a pas dit le droit, ou bien a été manipulée contre toi? Mais prenez un élément factuel. Non, la justice n'a pas dit le droit parce que, selon l'article ceci, selon le texte ceci, selon, avec des éléments factuels, on pense que, logiquement, cette décision n'est pas une décision qui soit conforme. Mais c'est pas juste sur la base d'un ressenti, ou bien juste sur la base du fait que, bon, des perceptions qu'on essaie de distiller, on veut juste m'éliminer, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Faut à un moment aussi donner, parce que j'ai souvent l'habitude de dire, les mêmes juges là, c'est les juges qui sont là depuis au faux, hein. Je pense pas que si chaque régime on remplace tout l'appareil judiciaire, on prend de nouveaux juges, de nouveaux avocats, quand un autre dit on remplace tous, ou ceux on le met à la retraite, c'est les mêmes juges là qui tournent là, c'est les mêmes avocats là qui tournent là, depuis les années Oufoué jusqu'à maintenant. Donc, à quel moment ils sont devenus oufouettistes, à quel moment ils sont devenus bagoïstes, à quel moment ils sont devenus lassanistes, c'est à quel moment tout ça. Donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'on regarde. Et démocrate aussi, c'est d'accepter. Ça peut me faire mal aujourd'hui, mais bon, c'est une décision. Nous tous, on essaie de rendre fortes nos institutions. Donc, c'est pas ça qu'on commence à accepter aussi cette décision. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en gros, quoi. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Et puis, n'hésitons surtout pas, pour le moment, ne perdons pas de vue l'essentiel. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, l'essentiel pour moi, on est en train de discuter entre nous ici de façon intelligible et intelligente là, parce qu'on a une certaine accalmie, on a une certaine paix. S'il n'y a pas cette paix là, je ne vois pas qui va prendre son téléphone, aller faire débat encore. Chacun va chercher à comment sauver sa vie. Donc ne perdons pas l'essentiel. Nos discours entiers là, veillons à préserver l'essentiel, la stabilité et la paix du pays. C'est-à-dire qu'il y a des rubicons qu'on ne doit pas pouvoir franchir. On peut ne pas être content, on peut ne pas être fâché, mais il y a des niveaux qu'on ne doit pas franchir. Parce que ça y va de notre stabilité, de la stabilité du pays. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Loubé. Merci pour votre intervention. Diane, on t'a pris la parole. Tu es là ou bien tu t'es endormi finalement? Diane? Enfin, Madame Gali, voilà. Vous êtes là? La voix du monsieur m'a tellement apaisé que ça a commencé à me poser dans les bras de Morphée. Vous voyez, ce qu'il a dit, c'est tellement clair et juste. Donc moi, je ne sais même plus ce que je vais dire. Parce que je voulais aborder même dans le même sens. Aujourd'hui, quand on a écouté certaines personnes sur cette question, ils disent que ces organisations ont perdu leur crédibilité et autres. Mais si vous estimez qu'ils ont perdu leur crédibilité vis-à-vis de vous, pourquoi les saisir? Voici la question. La deuxième question. Si on s'était, contenté de cette décision provisoire de la Cour africaine de réinscrire M. Gbagbo sur cette liste, vous imaginez à 2 mois d'une élection ici, l'État de Côte d'Ivoire va dire va lever Gbagbo sur liste. On va s'en sortir dans ce pays-là. Non, faut pas, on va se mentir. On n'allait pas pouvoir sortir de l'auberge. C'est vrai que ce que le grand frère a dit, c'est tellement juste. On aurait pu trouver des mécanismes internes pour ne pas sortir de cette cour-là. Mais en même temps aussi, on pouvait rester sur notre position pour dire non. Tant que les questions de fond n'ont pas encore été traitées, alors on ne va pas inscrire M. Gbagbo sur la liste. Parce que si on l'inscrit qu'après les questions de fond sont traitées et qu'il est débouté, ça va nous créer des problèmes internes pour le ressortir de la liste avec ses militants. Donc on pouvait utiliser cette lucane et puis rester, mais on est parti. Bon, ce qui est fait est fait. L'ONU encore,
ils sont partis saisir l'ONU. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont dit ici en 2010, l'ONU n'a qu'à sortir. L'ONU n'a qu'à lever sa bouche dans les affaires internes. Quoi qu'ils aient signé des conventions autorisant l'ONU à se mêler comment dirais-je, des élections de 2010. Mais quand ça a commencé à ne plus les arranger, c'est eux qui ont dit que l'ONU n'a qu'à partir. Les artistes chantèrent de partout. L'Union africaine, c'est pour vous. L'ONU, c'est pour vous. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Ils ont tout fait, tout ça. Mais est-ce que quand l'ONU a décidé, la décision que l'ONU a prise là, c'était pas cohérent, c'était pas pertinent. On ne peut pas faire une élection sur l'étendue d'un territoire, supprimer près de 7 zones. Si je me trompe, vous pouvez me recadrer. 7 zones et puis dire que X a gagné les élections. Qui va accepter ça? Personne. Même l'élection de quartier. Personne ne va accepter. A fortiori pour les gens de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que honnêtement, cette question-là même là, ça c'est un peu épuisé au fait. Le débat a évolué. Parce que quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne vas pas le solliciter. Au début, le narratif là, c'était la Cour africaine dit, la Cour africaine dit. C'était tout le verbatim de partout. Steve Biko, quand il vient sur NCI, il ne dit que ça. Voilà que la Cour africaine les a déboutés. Il vient plus sur, il est venu, il a fui, il est parti. Aujourd'hui, on est venu maintenant sur l'ONU. L'ONU. Voici ce que l'ONU aussi vient de produire comme communiqué. Bon, finalement, c'est quoi le problème? C'est lui-même Gbagbo qui a dit dans ce pays, si tu peux pas être candidat, tu laisses, c'est pas forcé. C'est lui qui a dit, oh, c'est pas moi. Et les vidéos sont là. Ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est d'abord aussi accepter comment dirais-je, les décisions du moment, quoi qu'elles soient contre toi ou bien, voilà, quoi qu'elles soient contre toi. C'est ça aussi la démocratie. Mais tu ne peux pas te clamer être le père de la démocratie, construire toute ta carrière politique autour de cette thématique. Le démocrate, le père fondateur de la démocratie en Côte d'Ivoire, du multipartisme et autres. Et puis, on prend des décisions qui ne te conviennent pas. Tu n'es pas à mesure d'accepter ça aussi. Pourquoi? C'est que ta démocratie la démocratie que tu réclames là, tu la réclames dans quel sens en fait? Ou bien le père de la démocratie que tu t'attribues là, c'est sa géométrie variable? Non. Au contraire, même, c'est d'accepter cette décision et d'avoir un langage autre qui aurait même grandi la personne pour dire effectivement, il confirme là qu'il est vraiment l'auteur du multipartisme et de la démocratie en Côte d'Ivoire au travers de cette prise de position. Mais quand on est dans un discours, bien dans un dialogue jusqu'au boutisme, quoique l'horizon que nous tous on voit là, il n'y a pas vraiment de l'espoir dans cet horizon, on se pose la question, c'est quoi les objectifs à court et à long terme? C'est quoi en fait? Parce qu'on a l'impression que cette attitude-là cache quelque chose d'autre. Même souvent quand on écoute ces militants, les Osima et autres là, tu es écœuré en fait, tu as peur, tu te demandes mais c'est quoi le problème? Si quelqu'un peut pas être candidat, qu'il laisse, pourquoi on passe à autre chose? Pourquoi pour un seul individu, on va cristalliser tout un pays? Est-ce les intelligents, bien les cadres qui manquent au PPAC? Non. C'est un parti politique qui va à une élection, c'est pas un individu qui va à une élection. Et moi, je l'ai toujours dit sur le panel de Daouda ici. Et je l'assume. C'est ce que j'ai dit et puis Kazam m'a traité de PSC. Je dis, moi, je suis pour l'alternance. Mais pour moi, Gbagbo n'est pas une alternance. Parce qu'il a déjà géré ce pays. Aujourd'hui, Dieu merci, Assalé Timoko a dit une chose qui m'a tellement plu, qui est pertinent. Il dit, le problème qui fragilise une partie de l'opposition, c'est que une grande partie de la population a déjà dirigé le pays. Donc, c'est plus facile pour le parti au pouvoir de mettre, comment dirais-je, de mettre en lumière ou bien d'opposer leur gestion à eux, leur gestion actuelle. Et c'est clair. Donc, quand on a fini de diriger un pays et qu'on sort de toute cette zone-là, qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce qui est là est quasi mauvais, alors en ce moment, il y a un problème. En ce moment-là, il y a un problème. Honnêtement. Donc, pour moi, personnellement, c'est la Cour africaine de l'ONU et autres, là, c'est des choses sur lesquelles on ne devrait plus s'attarder. On ne devrait même plus s'attarder.
les institutions ont déjà tranché. Que vous ayez confiance en eux ou pas, ils ont fini de trancher. Ils ont dit que voilà, aucun de ces droits n'a été bafouillé. Il n'est pas. Voilà, ils ont pris les décisions qu'ils ont prises. Donc le problème là, ça vient de régler maintenant en interne ici. Comment trouver les mécanismes internes pour que leur parti politique puisse participer aux élections? C'est là les questions. C'est là les questions les plus importantes. Est-ce que ils vont rester dans cette dynamique de boycott là et empêcher leur parti politique, notamment le PDC, qui est un parti majeur qui a dirigé 40 ans ce pays là, va se priver encore d'aller à cette élection parce que X serait pas sur une liste. Voici les questions qu'il faut se poser. Parce que après avoir fini de vendre le rêve aux gens pour faire croire au monde entier que moi je connais lui là, je connais lui là, je connais lui là, ou bien on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Mais puis qu'il n'y a pas eu de résultat, après un moment donné, il faut savoir raison garder. Il faut avoir l'humilité de dire que ce sur quoi je comptais, apparemment ça n'a pas marché. Les leviers que j'avais à ma disposition. Voici la situation. On fait comment? C'est clair. Là, en ce moment-là, on va rediscuter autrement et puis on essaie d'explorer d'autres pistes. Mais quand on reste dans cette dynamique du jusqu'au boutisme là, c'est quoi? Ça aussi, c'est pas la démocratie. Hein. Le jusqu'au boutisme, c'est pas une démocratie. Donc pour moi, c'est cette question-là, on devrait même plus trop épiloguer dessus parce que les positions des uns comme des autres seront toujours différentes. Parce que leurs leaders sont pas sur la liste. Ça, c'est clair. Et le grand frère l'a tellement bien expliqué avec les exemples et ça nous réconforte, nous qui sommes encore plus jeunes, eux qui ont bien vécu la scène, ça nous réconforte. Donc, pour chuter là-dessus, je pense que c'est une question qu'on devrait dépasser maintenant. Voilà. S'il n'est pas sur la liste, il n'a qu'à laisser. Ceux qui sont sur la liste, ceux qui vont remplir les conditions, comme Awa Dombolo l'a dit, ceux qui pourront passer au filtre du Conseil constitutionnel, ceux-là vont partir compétir. Maintenant, s'ils seront compétir, qu'ils ont la victoire, qu'ils veulent revenir donner au parti comme Awa Dombolo ou bien comme Jean-Luc Bion, libre à eux d'accepter la victoire ou pas. Voilà. S'ils veulent pas accepter parce que ils se seraient présentés de façon indépendante, sans le cautionnement, bien sans que le parti les adoube, ça c'est leur problème interne que vraiment ça ne concerne pas trop toute la population. Mais pour les questions de débat public, là, moi je pense qu'on devrait quand même, parce que ce communiqué-là, moi j'ai vu ça sur plein de sites, les gens n'ont pas dit effectivement ce qui était écrit sur ce communiqué, mais ils ont brandi ça pour dire que l'ONU demande à ce que le gouvernement inscrive Gbagbo sur la liste. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai eu 2 appels. Je lui ai dit que moi, j'ai pas encore vu ce communiqué, mais moi, je pense pas. Et Dieu merci, ça vient tomber dans le débat. Donc, vous voyez que les gens utilisent ça à des mauvaises communications, à des mauvaises fins, rien que pour manipuler les gens. Alors qu'on est dans une période sensible, on a besoin de dire la vérité telle qu'elle se présente et être vrai pour que les gens puissent retrouver leur quiétude et vaquer à leurs occupations. Ça devrait être ça, comment dire, ça devrait être ça même, la leitmotiv de ces potentiels candidats-là. Au risque de me répéter, comme a dit Assalé Timoko, le problème n'est pas que tel parti est puissant mais n'est pas puissant, mais c'est de travailler de sorte à mobiliser les gens à aller voter. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne votent pas. Même tous ceux qui sont en train de parler là, il y a plein de gens qui ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Pendant ce temps, vous plaignez qu'il y a une alternance. La tendance là va venir comment? Vous n'êtes pas sur la liste électorale, ceux mêmes qui sont sur la liste là, vous ne partez pas à voter. Donc, tous les partis d'opposition qui aspirent à une alternance là, ils gagneraient à se concentrer sur ceux qui sont sur la liste et les motiver, les mobiliser à aller voter. C'est simple. Et cette question sera tranchée. Au soir du 25, celui qui aura gagné. Et puis le pays va continuer. Parce que le pays ne va pas stagner parce que X et Y n'est pas sur la liste. Voilà. Après, c'est un peu ça, quoi. Merci. Ok, merci. Merci. Ismo le démocrate. Je reviens vers vous. Tu m'as accordé une motion. Oui, c'est vrai. Kaza. Bon, d'accord. Kaza, vas-y, prends ta mission. Tu vois, cette technique des amis Attends, Kaza. Vos motions vos motions d'aujourd'hui, je ne comprends pas là. Bon, si tu veux, c'est pas grave, faut pas prendre. C'est pas grave. Mais j'ai dit, cette technique de nos amis du RHDP là, c'est connu maintenant, hein. C'est-à-dire, quand on mène un débat, vous tirez toujours le débat vers les partis qui vous arrangent pour pouvoir débattre là-dessus et épiloguer là-dessus. Quand Serge
Assé a pris la parole là. Serge Assé n'a jamais dit qu'il était contre la décision de l'ONU. Il dit que ça me laisse de marbre. Que de toute façon, en gros, ça va servir à quoi? C'est ce qu'il a dit. Et c'est moi, Kaza, moi j'ai dit, je n'ai jamais parlé de la Cour africaine des droits de l'homme. J'ai jamais parlé de ça. Peut-être qu'on m'a pas compris. Moi j'ai dit, moi de ma position, et ça c'est pas d'aujourd'hui, hein. J'ai dit que pendant qu'on est en train de chercher la souveraineté là, je sais pas pourquoi à chaque fois, point oui, point non, on fait toujours recours à l'ONU. Moi, je préfère encore qu'on donne plein pouvoir à la CEDEAO, comme, avec un modèle comme le modèle européen. Vous avez déjà vu, en France par exemple, tu vas au tribunal. Je prends par exemple dans le cas des tribunaux. Tu vas au tribunal, premier instant, tu es débouté, tu fais appel. Appel, tu es débouté, tu vas en cassation. Cassation, tu es débouté, tu vas à la Cour européenne des droits de l'homme et c'est terminé. Ils ne font pas appel à l'ONU. Pourtant, ils ont droit de veto à l'ONU là-bas. Ils ont droit de veto à l'ONU là-bas. Et quand j'ai dit que en 2010, il y a un président du Conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats. Après, on dit il faut la certification de l'ONU. Mais venant de moi, ce n'est pas une critique, puisque moi je suis du PDCI, ça m'arrangeait. Mais je dis tous autant que nous sommes. À chaque fois, on parle de souveraineté, souveraineté, souveraineté. On ne peut pas confier nos élections ou bien des choses importantes de nos vies à l'ONU. Et je le répète encore, je préfère encore qu'on renforce la CEDEAO. Parce que l'ONU, je vous ai dit que Israël, ils ont violé 28 résolutions de l'ONU. C'est allé où? Ça allait nulle part. L'ONU, c'est une institution qui est forte avec les faibles, faible avec les forts. Ça n'est pas le reconnaître, franchement, c'est pas... Moi, je ne trouve pas que cette institution est fiable. Honnêtement. Bon, attends. Il y a combien de pays dans le monde entier? Et on a décidé, comme ça, qu'il y en a 6 qui ont ce qu'on appelle un droit de veto. Toute l'Afrique ne peut même pas avoir une seule voix là-bas à l'ONU. Et vous êtes satisfait de ça? Non. Moi, c'est une institution qui ne me satisfait pas du tout. Et je le répète, je préfère qu'on donne au niveau de la CEDEAO, on renforce nos droits sur le modèle de l'Union européenne, je le répète. Moi, ça me scie, puisque les histoires de l'ONU, aujourd'hui, l'ONU va prendre une résolution, il suffit que les États-Unis vont déposer un droit de veto, et puis c'est fini, tout est mort. Ou bien la Chine, ou bien la France. L'Afrique n'a pas la parole là-bas. Donc, pour notre propre souveraineté, franchement, on peut rester, pour répondre au frère Élysée, on peut, moi je ne dis pas de quitter l'ONU, mais confier certaines choses à l'ONU. Je suis pas là, franchement, si on peut faire l'effort de nous épargner ça, honnêtement, ça va me plaire. Voilà. Confions notre gérons les trucs entre nous. Parce que ça ne sert à rien de crier à chaque fois souveraineté, souveraineté, souveraineté. Et dès qu'il y a le petit problème, dès qu'il y a un tout petit problème, on fait appel à l'ONU. Mais parce que moi, je le pense fondamentalement, nos hommes politiques, ils ne sont pas bêtes. Ils peuvent s'asseoir pour trouver des règles claires pour pouvoir gérer le pays sans toutefois à chaque fois faire appel à un arbitre international. Est-ce que nous, les gens nous appellent pour aller superviser les élections en France, par exemple? On nous appelle qui a fait à quel pays européen, même aussi pauvre. Parce que je vous apprends qu'il y a des pays européens où la Côte d'Ivoire, dont la Côte d'Ivoire est plus riche. Est-ce que ceux-là ont fait appel à la Côte d'Ivoire un jour pour venir superviser leur élection? Non. Alors pourquoi nous, à chaque fois, on doit faire appel à ces gens-là pour venir superviser nos élections? Non. Asseyons-nous, on a des intellectuels qui sont là, des éminents juristes, sans parti pris, ils s'asseyent calmement. Hein, ça va prendre le temps que ça va prendre, nous sortir une loi que personne ne peut violer et donner la force à nos institutions. Ça va nous éviter les histoires de l'ONU. Moi, je critique autant ceux qui prennent, comment on appelle ça, ceux qui vont demander l'appui de l'ONU, bien qui vont solliciter l'ONU pour s'ingérer dans nos affaires, comme ceux qui se réjouissent aujourd'hui parce que l'ONU a dit non.
Voilà, moi je pense que l'ONU n'a rien à faire dans cette histoire, qu'ils aillent s'occuper des problèmes qui se passent à Gaza déjà, et puis après on en parlera. Merci. Ah ouais, ça c'est une motion, hein, Gaza. Merci. La motion d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est un peu compliqué. Tu vois ce que je disais? Là, c'est la motion triple XL. C'est l'émotion XXL. Ouais, tu Vraiment. sais, Kaya, ce que tu dis là, parce que c'est tellement long que je ne sais pas comment répondre. T'as pas C'est ça, reformulé, rapidement, vraiment, il a passé la parole à Ismo, pardon. t'as pas vraiment reformulé la question. Tu as, ça allait plus d'un développement. Mais pour essayer comment on appelle ça? Essayer de répondre à ce que tu dis. Je vais paraphraser la définition ou du moins l'explication de Talon, Patrice Talon, lorsqu'il parlait de souveraineté. Parce qu'il a eu un colloque où les gens lui ont posé la même question. Que pourquoi le Burkina, le Mali et l'autre pays là, ils disent qu'ils sont souverains, ils sont sortis de, je sais pas quoi là, la CEDEAO, ils ont chassé les Blancs. Il leur a posé une simple question. Le fait est qu'ils se proclament ou bien ils ne font que ressasser jour et nuit, qu'ils sont souverains, ils sont panafricains. La première question, est-ce que ça traite la question du terrorisme auquel ils sont confrontés? Non. Et que pour lui, la souveraineté, c'est pas la rupture des accords qu'on pourrait avoir avec nos partenaires, mais c'est la capacité de discuter de façon égale avec ces partenaires-là qui définit la souveraineté. C'est cette capacité qu'on a à discuter des termes des accords passés, des accords présents et réviser ce qui nous arrange pas avec la tête haute, sans toutefois se courber la tête devant un pays ou bien devant un colon. C'est là aussi la souveraineté. Donc la rupture de toutes les conventions ou bien des traités qui avaient existé partout par le passé, c'est pas forcément ça qui est la souveraineté. Mais c'est en regardant la loupe, ce qu'il y a à corriger, on corrige. Ce qui est bon, on la maintient. Mais de façon équitable et de façon, comment dirais-je, légale et assumée au fait, sans toutefois faire la courbette devant celui avec qui, je vais dire, devant le colon, si je peux dire ça comme ça. Et j'estime que son explication, j'ai paraphrasé, mais son explication de ce concept de souveraineté est tellement juste que après, il faut pas tomber dans la propagande. Parce que quand on parle de rupture avec tout le monde, ça devient de la propagande. Aucun État aujourd'hui ne peut vivre étant seul. C'est pas possible. Même aujourd'hui, la Russie, avec tout ce qu'ils ont comme armement, pourquoi ils sont en train de renégocier certains trucs pour que la Russie puisse se repositionner sur le marché international? Parce qu'ils savent que si cette situation continue sur de long terme, sur 5 ans, 10 ans, ça va épuiser l'économie également. Bon, bref. Ok, merci. On va rapidement aller chez Ismo. Vraiment désolé, hein. Cette fois-ci, là, ça a tourné. Non, mais c'est correct. Moi, je veux pas être long. C'est clair que pour moi, c'est juste pour répondre un peu à mon frère Kaza aussi, qu'il faut comprendre une chose. C'est vrai que l'ONU n'a pas forcément une force de coercition pour imposer ses décisions de façon claire et nette, hein, et de façon vigoureuse. Ça, c'est une réalité. Mais néanmoins, il faut comprendre que si nos pays-là existent tels qu'ils sont au niveau de leur superficie et tout ça, c'est quand même grâce à l'ONU aussi. Et voilà pourquoi il est important que l'ONU existe. Maintenant, pour revenir sur au niveau des décisions d'avoir recours à l'ONU ou non, ou de choisir une organisation sous-régionale ou africaine totalement, tout part de la crise de confiance qui existe entre les différents acteurs. Et on avait bien remarqué que en Côte d'Ivoire, à l'époque, le parti au pouvoir n'avait aucune confiance à l'ONU, encore moins à la CEDEAO. Donc, raison pour laquelle ils se sont transposés justement
à l'ONU, qui est une organisation qui était hors de l'Afrique et qui chapeautait quand même toutes ces petites organisations. Et c'est pour ça que souvent, les gens auront tendance à se référer à l'ONU pour sortir du contexte, parce que ils se disent qu'il y a des influences africaines, il y a des amitiés africaines et tout qui peuvent influencer certaines décisions prises de position. Et c'est cette raison-là qui fait que les gens, un peu partout dans le monde, hein, dans les organisations, vous allez voir qu'ils auront tendance à faire appel à l'ONU. Maintenant, l'autre côté aussi, il faut comprendre que l'ONU, c'est pas juste ce côté politique là où ils interviennent de cette façon. L'ONU, c'est plus vaste que ça. L'ONU, c'est des sous-institutions, sous-organisations qui travaillent énormément pour le développement de l'humanité. Voilà pourquoi quand l'ONU vient intervenir dans ton pays, ben ça peut t'aider. Ça peut t'aider à te développer du point de vue de la santé. Ça peut t'aider à obtenir une réponse concertée de la communauté internationale face à un cataclysme ou bien à une problématique purement climatique et tout ça. Donc l'ONU, c'est tout ça. L'ONU, c'est beaucoup de choses et c'est vrai, elle n'est pas parfaite comme toute chose. Même la justice nationale en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Togo, on peut critiquer des mesures qui sont prises. On peut questionner des mesures qui sont prises. Vous voyez? Donc voilà pourquoi moi, j'estime que c'est une très bonne chose que l'ONU existe et que si on a besoin d'avoir recours à l'ONU, il faut avoir recours à l'ONU. Parce qu'avoir recours à l'ONU, souvent, c'est prendre l'opinion internationale à témoin. L'ONU peut dire, voilà, moi j'estime qu'il faut le mettre sur la liste électorale. Et elle va donner ses raisons. Parce que, il pourrait arriver des situations très désastreuses, très malheureuses, des conflits, de cela, de ceci. L'ONU, c'est aussi politique, hein. Donc, et si vous le faites pas, le jour où les choses vont mal tourner pour vous, ben, l'ONU prendra position très clairement. Voilà pourquoi quand des minorités sont attaquées, agressées, ou les minorités sont menacées, l'ONU intervient. Et souvent, en dénonçant d'abord, souvent en sensibilisant d'abord, et ensuite en demandant une réponse internationale à la problématique, tu vois. Donc pour moi, il faut comprendre aussi que aujourd'hui, oui, l'ONU peut ne pas être de notre côté, mais l'ONU reste l'ONU. On peut chercher à l'améliorer, ça c'est clair, tu vois. On a vu des gens qui étaient de la CEDEAO, hein. Les gens, la CEDEAO a pris des décisions, ils n'étaient pas d'accord, ils ont décidé de quitter. Tu vois, donc c'est pas une question de CEDEAO, c'est pas une question de l'Union africaine, c'est une question de bonne foi des gens, des acteurs en présence et surtout de leur cohérence aussi dans les actions. Parce que quand tu vois, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où les militants du parti au pouvoir à l'époque ont été mobilisés pour dénoncer, pour désavouer l'ONU et tout ça comme étant une organisation injuste, une organisation partisane, une organisation qui a placé une personne qui est là. Ça, c'est les partisans. Maintenant, celui-là même qui a été la première victime et la victime principale décide d'avoir recours à l'ONU. Tu vois qu'il y a une dissonance là, il y a quelque chose qui ne marche pas entre la base et l'élite, entre la base et les acteurs principaux. Donc les messages ne sont pas cohérents, ne sont pas les mêmes. C'est une façon, en ayant recours à l'ONU par exemple pour régler ce problème-là aujourd'hui, c'est une façon pour le principal concerné de désavouer sa propre base. Une façon de leur dire non, vous étiez dans le faux. Depuis très longtemps, vous êtes dans le faux. Parce que cette organisation-là, moi, je lui fais confiance. Vous voyez? Et je vais encore avoir recours à elle. Donc, tu vois, donc il faut pas forcément jeter la pierre à l'ONU, mais il faut regarder le comportement des acteurs eux-mêmes. Souvent, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Ils font appel souvent à des organisations, mais ils s'attendent bien évidemment à une réponse. Mais c'est pas qu'ils sont prêts à accepter le résultat. Maintenant, pour revenir à l'autre préoccupation que tu avais posée, tu avais clairement dit que même si l'ONU avait demandé qu'on inscrive Laurent Gbagbo sur la liste, est-ce que le gouvernement ivoirien allait faire? Oui, il y a plusieurs résolutions de l'ONU au travers du monde, hein. C'est pas seulement Israël. Il y a beaucoup de pays qui ont refusé carrément d'appliquer plusieurs résolutions de l'ONU ou bien plusieurs décisions de la communauté internationale. Quand ils ont demandé, par exemple, de transférer certaines personnalités
à la haie et tout ça, qui n'ont pas été faits. Ça, c'est une défiance aussi qui est là. Et ça existe. Bénin, Togo, je vais dire les Philippines et tout ça, tous ces pays-là ont eu à un moment donné à refuser certaines. Mais ce qui est important dans cette décision-là, c'est que elle ouvre la voie à la réparation. C'est-à-dire que si l'ONU estime qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, par exemple, l'ONU estime que dans ce pays-là, il y a eu injustice, il y a eu génocide, il y a eu ceci, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, mais tôt ou tard, on aura cette possibilité-là en se basant sur cette décision-là pour demander des réparations. C'est comme on dit, tu as senti que tu as été injustement accusé, mais tu as toujours droit à ce recours-là. Et un jour, tu vas voir que tu as porté plainte, et un jour, peut-être, il va y avoir un jugement qui va te permettre de te rétablir dans tes droits. Voilà pourquoi il faut, et c'est ce que j'aime sur Laurent Gbagbo, il dit toujours, j'irai jusqu'au bout. Je vais utiliser tous les recours possibles. Et il le fait. Et c'est correct pour moi. C'est mieux que de faire la guerre. C'est mieux que de se détruire. C'est mieux que de s'auto-consumer entre nous. Voilà. Tant qu'on a des recours, on s'en va. Le jour où les choses changent, ça change. On a vu plusieurs choses qui ont été changées. On a vu au Sénégal, le monsieur a été condamné. Voilà, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont en train de gouverner le Sénégal paisiblement, tranquillement. Voilà. Alors que s'ils avaient fait une guerre civile, de détruire ce pays-là, brûler ce pays-là, mais aujourd'hui, ils n'en seraient pas là. Ça serait comme le Soudan aujourd'hui, où vous avez deux généraux qui se font la guerre et le pays est complètement en lambeaux dans tous les domaines. Sécuritaire, domaine économique, domaine sociopolitique et tout. Vous voyez, c'est pas ce qu'on veut. Il faut essayer d'être cohérent et de s'aligner et d'apprendre à accepter certaines décisions que nous-mêmes, on a demandé. L'arbitrage de l'ONU, on le demande. L'ONU ne s'impose pas. Elle s'impose quand il y a vraiment une véritable menace contre la survie d'une minorité ou bien une question de vie ou de mort. Voilà. Merci. Ok. Merci. Oh, monsieur Serge, c'est parti déjà. Ok, merci Ismo. Je vais prendre, c'est mon tour alors. Ouais, vas-y, Kazan. Ok. Oui, tout à l'heure, c'est le reproche que je faisais à ma soeur Diane Ngali. Moi, je parle de l'ONU, on me parle de souveraineté, de panafricanisme. Qui a dit que je suis panafricaniste? Moi, les histoires de panafricanisme, là, je ne crois même pas à ça. Hein. Parce que quand tu analyses bien les panafricains, là, c'est que du racisme anti-français, c'est tout. Voilà. Les panafricains de nos jours, là, c'est ça. À la fin de leur discours, c'est le discours anti-France. Non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai dit que renforçons nos institutions que nous avons. Renforçons ça. Quand on parle de souveraineté, renforçons ça. Est-ce que la souveraineté, là, ça veut dire de couper le pont avec les autres partenaires? Ça, c'est les discours des panafricains. Moi, j'ai jamais tenu ça. Maintenant, tu me parles de la Russie, de Talon qui a dit quoi. Ça, c'est des discours de Talon. Je suis pas des pro-AES. Hein. Ça, c'est les discours des gens des AES. Moi, je parle de l'ONU. J'ai bien identifié l'ONU. J'ai dit, et ça, moi, je suis en partie d'accord avec toi, que l'ONU, ce n'est pas que Israël qui viole les institutions, les résolutions, pardon, de l'ONU. Là, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de pays qui le violent. Mais moi, j'ai dit, l'ONU, pour moi, honnêtement, hein, peut-être que tu as réussi à me convaincre, mais moi, honnêtement, je pense que c'est une institution qui n'est pas fiable. Et je l'ai répété, je le dis encore pour une troisième fois sur ce panel. Ils sont faibles avec les forts et forts avec les faibles. C'est clair. Tout à l'heure, tu as dit, il répare les injustices. Mais à Gaza, qu'est-ce que l'ONU a fait là-bas, à Gaza? Ils n'ont rien fait. Ça continue toujours. Moi, je ne suis pas pour répondre à Eric Atto, j'avais déjà répondu en écrit. Je ne suis pas pro-palestinien, mais je suis pour un État palestinien, comme ça a été dit dans une résolution de l'ONU qu'Israël n'arrête pas de violer. Voilà. En tant qu'Africains, on ne peut pas accepter ça puisque nous avons combattu la colonisation. Aujourd'hui, les Palestiniens sont colonisés par les Israéliens. Voilà. Sous les yeux de l'ONU. Sous les yeux de l'ONU. Qui ne fait absolument rien. Donc pourquoi nous allons partir, renforçons nos institutions, renforçons nos organisations
locales, comme la CEDEAO, je l'ai dit tout à l'heure, comme dans le cas de l'Union européenne, c'est difficile, mais on va y arriver. On va y arriver. L'Union européenne, ils ont commencé à combien? Aujourd'hui, là, il y a du monde opportun, il y a des gens qui tapent la porte, qui veulent rentrer dans l'Union européenne. Même ceux qui critiquent, ils sortent jamais. Ils sortent pas. Ils veulent se forcer à rester dedans. C'est parce que l'institution, la chose est bien pensée. On a la chance, il y a déjà une institution comme l'Union européenne. Mais asseyons-nous. On a quand même des gens qui sont pas bêtes quand même. On a des responsables politiques qui sont compétents, voilà, qui peuvent s'asseoir et nous prendre sans passion, sans passion, sans émotion. Ils s'asseyent. Ça peut, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut prendre le temps que ça va prendre, pourvu qu'à la fin, là, ça nous sorte quelque chose de fiable. Voilà. Si aujourd'hui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si le président, prenons la décision inverse. Si l'ONU avait dit de mettre le président Gbagbo sur la liste électorale et que le parti au pouvoir refuse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Absolument rien. Mais si ce n'est que de créer la zizanie, parce que les gens, les pro-Gbagbo vont dire, voilà, l'ONU a dit de mettre notre nom, donc on va marcher, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, je répète encore, ce courrier-là, moi, je dis, ceux qui font appel à l'ONU, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Parce que vous voulez être président, ça je le dis même pour mon parti, hein. Je sais que M. Tidiane Thiam a contacté aussi l'ONU. Mais si vous partez attendez, un peu de logique. Aujourd'hui, l'ONU demande de force qu'on mette le nom de M. Gbagbo sur la liste électorale, par exemple. Et que le parti au pouvoir accepte. Mais demain, là, ne prenez pas une autre décision de l'ONU pour injuste. Parce que la décision, là, quel que soit de quel parti elle est prise, là, il y a quelqu'un qui va trouver, qui va toujours trouver que c'est injuste. Donc demain, quand vous serez au pouvoir et que l'opposition va aller demander quelque chose de fallacieux à l'ONU et que l'ONU dit, bon, voilà, on vous intime l'ordre de le faire, ne vous plaignez pas. Là où est votre souveraineté? Voilà, on a des lois qui sont là, il faut les faire appliquer, il faut essayer de trouver des solutions parce que le président de la République lui l'a dit que par superfuge, il y a des gens qui utilisent la justice pour éliminer des candidats. Voilà, il faut s'asseoir, discuter calmement sur ces points-là pour ne pas que ce genre de choses arrivent, faire évoluer. On dit toujours, moi j'aime bien cette citation, on dit l'expérience est la somme des erreurs corrigées. Voilà, essayons de corriger nos erreurs par rapport à l'expérience vécue et puis bon voilà, ça va aller, nous sommes une jeune nation, après tout. Là, la démocratie, ça ne se construit pas en un rien de temps. Hein. La 5e République, pour vous dire, la 5e République a connu des toilettages à foison. Jacques Chirac, lui seul, en a fait une vingtaine, Sarkozy en a fait, chacun en a apporté sa pierre à l'édifice, si je puis m'exprimer ainsi. Ok, merci beaucoup. Non, je suis pas antisémite, jamais de la vie. Si t'étais en France, on allait t'accuser d'antisémitisme. Non, je suis en France, mais j'ai des débats avec eux en France ici. Ils le savent très bien que je ne suis pas antisémite. Moi, je leur dis tout simplement que, voilà, c'est pas parce qu'on est contre. C'est que tu es résumé, hein, dès que tu dis que Israël... Oui, ils font comme certains Africains, c'est-à-dire le mec, il crache dans le métro, quand un blanc lui dit non, tu es sale, c'est un raciste. Non, il n'est pas raciste, on ne crache pas dans le métro. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Je vais juste répondre rapidement à une question de Kazakan. Il dit, l'ONU va faire quoi? Tu vois que depuis 10 ans, tout le monde dit en Côte d'Ivoire, et même ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo en Afrique disent que c'est l'ONU ou la France qui a installé le président Ouattara. Mais parce qu'ils sont partis, ils ont eu comme pour base les élections dans lesquelles on les a appelés. On leur a dit, venez jouer les arbitres. Parce que ces gens-là, ils ne s'entendent pas et ils ne vont jamais s'entendre sur qui va dire la vérité dans cette histoire. Que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, tous ceux-là, ils sont complices de tout ça. Nous, on vous appelle l'ONU de venir. Et l'ONU est venue, l'ONU a certifié,
et l'ONU a donné mandat après à la communauté internationale pour enlever Laurent Gbagbo de là, parce qu'ils estiment que c'est pas lui qui a gagné, tout simplement. Donc, on peut pas dire que l'ONU sert à quoi? L'ONU sert à ça aussi. L'ONU sert à faire appliquer certaines décisions quand ils s'entendent ensemble. Et c'est le Conseil de sécurité, c'est pas un individu qui décide. C'est un vote qui est fait pour dire qu'on explique, on expose, on dit voici la situation telle qu'est présentée, voilà. Et puis ils vont voter. Quand ça passe, ben, ils sont venus. Et puis, ben, ils ont enlevé celui qui n'avait pas gagné. Puis ils ont permis à celui qui a gagné de continuer le travail. C'est tout. Ça veut dire qu'ils ont contesté quand même après, non? Comment? Laurent Gbagbo, le camp de Laurent Gbagbo, ils ont contesté quand même après. Oui, mais ça c'est normal. Mais c'est eux qui ont appelé l'arbitre. Ben ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est voilà. Non, mais la contestation là, ça c'est normal dans tous les cas. Même un condamné à mort, il sait qu'il a déjà les gens, Quand on va lui passer à la chaise électrique, il va contester. Il va s'énerver, il va gigoter. Donc ça c'est normal. Mais la problématique c'est quoi? C'est la base. Ce que je vais t'expliquer, c'est que l'ONU a toujours une base. Vous m'avez appelé comme arbitre. Moi, je suis venu. L'affaire est mélangée maintenant. Donc, j'ai cette responsabilité-là de garantir une certaine chose. C'est vrai que l'ONU n'agit pas partout comme ça. Parce que, et ça, c'est l'une des questions aussi que tu avais posées, que j'avais oublié. Tu as dit, comment se fait-il que dans le monde, on a autant de pays, 192 pays ou combien de pays, et puis il y a 6 qui détiennent un certain nombre de pouvoirs. Mais ils ont ces pouvoirs-là. Tu prends la France c'est une puissance nucléaire. Tu prends la Russie, c'est une puissance nucléaire. Tu prends les États-Unis, c'est une puissance nucléaire. Vous voyez, tu vas prendre la Chine aujourd'hui, c'est une puissance nucléaire. Et tu vas prendre, c'est des pays qui sont capables, dans ce monde-là, d'intervenir. Je prends par exemple le cas des États-Unis. Et regarde, quand il y avait les pirates, un peu partout, qui empêchaient la navigation à gauche, à droite, et qui s'attaquaient aux bateaux, et le commerce était devenu intenable. Ce sont des pays qui garantissent le bon fonctionnement du monde. Donc ça leur donne, qu'on le veuille ou non, un poids dans ce qu'on met en place comme organisation mondiale. Si tu mets la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité, si elle s'oppose aux décisions des autres, et que finalement on lui dit, voilà, tu as raison, fait. La Côte d'Ivoire fait quoi? Ils n'ont pas l'argent même pour garantir, pour financer des gens, pour aider les gens dans la famine, dans la médecine, dans la santé. Ils n'ont pas les moyens de sécuriser les mers, les océans. Ils n'ont pas les moyens, alors que des pays comme la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, c'est des pays qui sont capables de sécuriser. S'il y a une attaque interplanétaire, la Côte d'Ivoire peut faire quoi? Nada. Fouille. L'Afrique même peut faire quoi? Fouille. Donc, ce sont les mêmes là. Excuse-moi, je vais te couper 2 minutes, mais dis-moi. La Chine, là, ils ont sécurisé qui? La Chine, ils ont sécurisé quel pays? Mais la Chine a les moyens. J'ai dit avoir les moyens. La Chine a les moyens. Quand il y a des interventions, par exemple, au Mali, il y a des Chinois qui étaient là-bas. Au niveau finance, la Chine donne des prêts à tous ces pays africains que tu vois là. La Côte d'Ivoire a donné des prêts à la Chine une fois. Voilà. Et la Chine est en train de mettre en place la nouvelle route de la soie, qui va permettre une fluidité au niveau du commerce international. Ce sont des actions concrètes qui sont posées par des puissances qui leur donnent un rôle à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. C'est comme ça. Avoir une place au Conseil de sécurité, là, c'est pas quelque chose que on te donne comme à la Kadiama. Non. C'est quelque chose que tu mérites. Parce que on sait que tu es capable d'appuyer tes décisions. Tu te vas au village, il y a réunion au village. On dit non, voilà, on va mettre une clôture autour du village. Celui qui a l'argent pour le faire, lui dit, on va mettre clôture 1,5 mètre. Toi, tu dis, tu vas mettre clôture 3 mètres. On te dit, vas-y. Non, c'est comme ça. Il faut être réaliste. Moi, si on raisonne comme ça, la plus grande économie européenne, c'est de quel pays? Quoi? Tu veux dire l'Allemagne? Mais oui, c'est l'Allemagne, évidemment. Mais c'est l'Allemagne, il y a une place au Conseil de sécurité. Mais l'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire. Le seul pays qui peut protéger l'Europe aujourd'hui en matière nucléaire, c'est la France. C'est la France. La France est le seul pays autonome en matière de défense.
En matière de défense, en matière de dissuasion nucléaire, le seul pays qui ne dépend pas des États-Unis, c'est la France. Tout le reste, il dépend des États-Unis. Même l'Angleterre dépend des États-Unis. Moi, tu mets de loi, tu me mets loi. Excuse, on va t'interagir. Parce que, oui, mais vas-y. Voilà, le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu vois, moi, c'est pour ça que je trouve ça profondément injuste. Ça dit, ces 6 pays-là, ils ont la puissance nucléaire. Maintenant, eux, ils empêchent les autres, pas juste une question de morale, pour dire on n'a pas confiance, s'ils ont le nucléaire, ils risquent de faire n'importe quoi, ils risquent de faire ceci, ils risquent de faire cela. Donc, aujourd'hui, on se permet de bombarder l'Iran parce que ils sont en train d'enrichir leur nucléaire, on interdit aux autres pays. C'est ça que je trouve quand même injuste. Honnêtement, ils ont fini, c'est comme cette histoire d'écologie là. Ils ont fini de polluer la planète. Maintenant, ils veulent que nous on se serre la ceinture. Oh, ça je trouve ça profondément injuste. Je suis d'accord avec toi, Kaza, mais ça fait partie. Beaucoup, merci. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais ça fait partie du côté sombre. Mais il y a de bons côtés. C'est comme ça. En toute chose là, c'est le yin et le yang. Il y a toujours, on dit même dans une tomate pourrie, on peut semer les graines. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un côté qui est questionnable, où on peut se poser des questions. Il y a des inégalités, et tu l'as dit, on va dire pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'aurait pas la bombe atomique, ou encore, je sais pas moi, l'Iran ne l'aurait pas, tu vois. Mais en même temps, eux qui sont devant, ils se mettent d'accord et ils érigent des valeurs qu'ils veulent imposer aux autres. Et c'est une progression. On voit aujourd'hui l'émergence d'un autre groupe qui est à côté, les BRICS, qui sont là aujourd'hui, qui essaient d'apporter une autre valeur, une autre façon de voir. Mais quand tu regardes, comme Élisée l'avait dit tantôt, quand tu regardes le fonctionnement des BRICS, tout le monde a vu aux BRICS, là, à l'émanation des BRICS, comme étant une bouée de sauvetage pour l'humanité, pour l'équilibre mondial. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis plus de 10 ans, ils sont là. Ils ont fait quoi? Rien du tout. Ils ont intervenu à Gaza? Non. Ils ont intervenu en Ukraine? Non. Ils ne font absolument rien. Et puis quand on regarde leur modèle économique, est-ce que les BRICS sont sortis pour dire, nous, voici le nouveau modèle économique que nous allons proposer au monde pour créer un équilibre? Jamais ils l'ont pas. C'est le même capitalisme qu'ils utilisent. Et c'est le même rapport nord-sud, sud-nord qu'ils établissent. Donc, tu vois que peut-être plus tard, ils se basent sur le montant total de leur PIB, le nombre total de leur population et tout ça. Mais en réalité, on se pose la question, c'est quoi leur rôle dans l'équilibre mondial aujourd'hui? Au-delà des discours, au-delà de tout. Ils ont créé une banque. Cette banque-là, même la Banque africaine de développement a fait plus d'investissements en Afrique que la banque des BRICS. Donc, tu vois, le déséquilibre est toujours là. Donc, merci, je te laisse aller. Vas-y. Eric, si tu permets, pour faire un peu envoyer un peu de souris sur le panel, je voulais raconter une histoire sur la communauté internationale, si tu permets. Ok, vas-y. En fait, bon, je ne sais pas si le sujet, on n'a pas laissé Fasco faire sa dernière prise de parole pour qu'on finisse en conversation, je ne sais pas. Fasco, tu es là? Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.